La nuit où le duc d'Ashford a ri de son nom, Vivian Marsh se tenait de l'autre côté du mur. Elle n'avait pas l'intention d'être là. Le couloir derrière la salle à manger des messieurs du Whitmore's Club était étroit et mal éclairé. Elle s'était trompée de chemin en attendant que l'avoué de son père termine ses affaires à la réception. Elle était parfaitement immobile. Sa main gantée reposait contre les boiseries quand elle l'a entendu. D'abord le nom, son nom, prononcé par une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Le ton suggérait que c'était une plaisanterie. Puis le rire. Ce n'était pas le petit rire poli et contenu d'un homme qui fait semblant de s'amuser. C'était un rire authentique, sans hâte, un rire presque dédaigneux, le genre de rire qui remplit une pièce et n'attend aucune excuse. Et il appartenait, elle l'apprendrait plus tard, à James Cavendish, le duc d'Ashford, l'homme le plus recherché, le plus discuté, le plus insupportablement admiré de la saison. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas rougi, elle n'a pas collé son oreille au mur pour en entendre plus. Elle a simplement écouté jusqu'à ce que le rire s'estompe. Elle a ajusté ses gants et a rebroussé chemin dans le couloir. Au moment où elle a atteint la porte d'entrée, elle avait déjà pris une décision. Elle n'allait pas l'éviter. Elle n'allait pas non plus le rechercher. Elle allait simplement faire en sorte qu'il se souvienne de ce moment pour le reste de sa vie. Tout avait commencé, comme la plupart des choses malheureuses, avec du bon vin et un mauvais jugement. Le dîner chez Whitmore avait été organisé par Lord Fenwick. Il se considérait comme une sorte d'architecte social. Il prenait un grand plaisir à réunir des hommes de haut rang autour d'une table. Il orientait la conversation vers ce qu'il appelait un territoire productif, ce qui signifiait généralement les affaires de mariage, d'héritage, et qui devait une faveur à qui. Ils étaient 6 ce soir-là. James Cavendish était assis le plus près du feu, comme il le faisait généralement. Non pas parce qu'il exigeait cette place, mais parce que personne ne pensait jamais à la prendre avant son arrivée. Il avait 31 ans, était célibataire et possédait une fortune si considérable que son célibat était devenu moins une curiosité qu'une préoccupation civique parmi les maires de Londres. Il n'en était pas inconscient. La plupart du temps, il trouvait cela discrètement amusant. « Nous devrions régler la question d'Ashford », dit Fenwick, en remplissant son verre avec l'assurance d'un homme qui en avait déjà bu 2. La saison est à moitié terminée, et il n'a montré aucune préférence. « J'ai montré plusieurs préférences », dit James. Aucune d'entre elles n'était matrimoniale. Cela provoqua le rire attendu. « Il y a la jeune Hartley », proposa le vicomte Pembury en étudiant son vin. « Une dot considérable, un visage assez agréable. »« Déjà prise », dit un autre homme. « Discrètement, mais déjà prise. »« Lady Cecily Drummond », dit quelqu'un d'autre. James y réfléchit un instant. Lady Cecily était belle à la manière des portraits coûteux. Impressionnante de loin, étrangement froide de près. Elle rit de ses propres remarques avant même de les avoir terminées, dit-il. Je ne peux pas passer 40 ans à anticiper la chute. Plus de rire. Fenwick se pencha en arrière sur sa chaise. Il avait l'expression d'un homme tenant une carte qu'il trouvait particulièrement amusante. Et la jeune Marsh, un bref silence. Marsh, répéta lentement Pembury, comme pour tester la solidité du mot. La fille de l'avoué, d'où vient-elle? Du Wiltshire? Du Hampshire, dit Fenwick. Son père est décédé l'automne dernier. Pas de frère, une petite propriété, des revenus encore plus modestes. Elle loge chez une cousine en ville pour la saison. Il fit une pause. Je crois qu'elle a lu énormément de livres. Ceci, pour des raisons que Vivian aurait trouvées tout à fait prévisibles, provoqua le plus grand éclat de rire de la soirée. James rit avec les autres. Il n'aurait pas pu dire pourquoi par la suite. C'était peut-être l'accumulation de détails, chacun plus incongru que le précédent. La fille d'un avoué sans revenu et avec une réputation de lectrice. Le portrait même d'un parti inapproprié, assemblé avec une précision presque artistique. Marsh, répéta-t-il quand le rire se fut calmé. Pêchons-nous en eau peu profonde maintenant, Fenwick. Je la mentionne simplement, dit Fenwick avec un petit sourire, parce qu'elle sera au salon de la comtesse Whitmore jeudi. J'ai pensé que cela pourrait vous amuser. Tout m'amuse, dit James agréablement. Ce n'est pas la même chose que de l'intérêt. La conversation passa à autre chose. Le vin continua de couler. James oublia le nom avant même l'arrivée du dessert. Il ne l'oublierait plus après jeudi. Les salons du jeudi de la comtesse Whitmore étaient, de l'avis général, les rassemblements les plus civilisés de la saison. Les pièces étaient chaudes sans être étouffantes.
La conversation était intelligente, sans être épuisante, et la comtesse elle-même possédait le don rare de faire en sorte que chaque invité se sente à la fois bienvenu et légèrement observé. Ce qui maintenait tout le monde dans une conduite irréprochable, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. James arriva en retard, ce qui n'était pas inhabituel. Il fut reçu avec la chaleur particulière réservée aux hommes, dont la présence rehausse l'importance perçue d'un événement. Il fit le tour des invités. Il dit les choses qu'il fallait dire. Il accepta un verre de quelque chose de pâle et se tint près de la fenêtre avec Pembury. Ce dernier décrivait un cheval avec une ferveur que la plupart des hommes réservent aux membres de leur famille. James écoutait avec environ un tiers de son attention quand les portes à l'autre bout de la pièce s'ouvrirent. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Les portes s'ouvraient avec une certaine régularité dans ce genre de rassemblement. Mais l'atmosphère de la pièce changea. Pas brillamment, pas de façon spectaculaire, mais de la manière dont les pièces changent quand quelque chose d'inattendu y entre. Un léger réajustement, une pause collective, presque imperceptible. Il leva les yeux. Elle n'était pas ce qu'il avait imaginé, bien qu'il réalisât au même instant qu'il n'avait rien imaginé du tout. Elle n'avait été qu'une chute de blagues 2 soirs plus tôt, une collection de détails défavorables arrangés pour un effet comique. Il ne lui avait attribué aucun visage, aucune allure, aucune présence. Il lui en attribua une maintenant, et cela lui coûta quelque chose qu'il ne put nommer sur le champ. Vivian Marsh n'était pas d'une beauté conventionnelle. Elle n'était pas le genre de femme qui arrête une pièce par sa beauté évidente et simple. Elle était grande pour une femme de son époque. Elle se tenait avec une immobilité qui semblait entièrement délibérée. Non pas l'immobilité de la timidité, mais celle de quelqu'un qui a décidé à un moment donné exactement combien d'espace elle comptait occuper, et qui s'en tenait à cette décision avec une discipline tranquille. Sa robe était simple. Ses cheveux étaient simplement coiffés. Elle ne portait aucun bijou que James put voir, à l'exception d'une seule perle à sa gorge. Elle semblait ancienne et choisie délibérément, plutôt qu'héritée par accident. Rien de tout cela n'arrêta son rire. Ce rire qui avait vécu jusqu'à ce moment, confortablement dans sa mémoire. Une réponse tout à fait raisonnable à un nom tout à fait banal. Ce qui l'arrêta, ce furent ses yeux. Elle balayait la pièce du regard avec le calme et la minutie de quelqu'un qui fait un inventaire. Pas nerveusement, pas avec espoir, simplement en regardant, en cataloguant. Puis son regard l'atteignit, passa sur lui avec la même attention égale qu'elle avait accordée au papier peint et aux rideaux, et continua son chemin. Elle ne le reconnut pas, ou si elle le fit, elle ne donna aucune indication que cette reconnaissance avait un poids particulier. James ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une femme l'avait regardé, pour ensuite passer à autre chose. « Ashford », dit Pembury. « Je vous demandais si vous pensiez que l'antérieur gauche... »« Qui est-ce » dit James. Ce n'était pas vraiment une question. Sa phrase est sortie d'un bloc, sans ponctuation. Pembury suivit son regard. « Ah » dit-il d'un ton qui suggérait qu'il trouvait ce développement personnellement satisfaisant. « C'est la jeune Marsh. » Le nom résonna différemment de mardi. James ne dit rien. Il but une lente gorgée de sa boisson et regarda Vivian être accueillie par la comtesse. L'accueil semblait d'une chaleur sincère. Pas la chaleur de convenance réservée aux invités de marque, mais une chaleur plus discrète, le genre qui impliquait une connaissance antérieure et un respect mutuel. Intéressant. La comtesse n'offrait pas cette chaleur à la légère. Vivian sourit en retour. C'était un sourire retenu, mais il atteignit ses yeux. Et pendant un instant de relâchement, elle parut complètement différente. Plus jeune, plus chaleureuse, moins blindée. Avant que son expression ne retrouve son calme habituel. James posa son verre. « Présentez-moi », dit-il. Pembury haussa un sourcil. « Je pensais que c'était des eaux peu profondes. »« La profondeur de l'eau, » dit James, déjà en mouvement, « n'est pas toujours visible depuis la rive. » La présentation fut faite par la comtesse elle-même. Elle s'en chargea avec l'efficacité d'une femme qui avait arrangé de nombreuses rencontres. Elle comprenait que moins il y avait de cérémonie, plus les choses se déroulaient naturellement. « Mademoiselle Marsh, dit-elle, puis-je vous présenter le duc d'Ashford? James, voici Mademoiselle Vivian Marsh, qui est récemment arrivée en ville. Je m'attends à ce que vous la trouviez bien plus intéressante que vous ne l'anticipez. » C'était, pensa James, une présentation remarquablement directe. La comtesse sourit et se retira avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage. Il se tourna vers Vivian. Elle le regardait avec une expression de neutralité parfaite et courtoise. Pas d'admiration, pas de nervosité,
pas cette indifférence soigneusement gérée que les femmes affichent parfois quand elles sont en fait très intéressées. C'était tout autre chose. Un calme authentique et sans hâte qui suggérait qu'elle l'avait jaugé en environ 4 secondes et qu'elle était parvenue à une conclusion qu'elle n'était pas pressée de partager. « Votre grâce, dit-elle. » Sa voix était basse et égale. « Du Hampshire, pensa-t-il, éduqué à la maison. »« Mademoiselle Marsh, dit-il, je crois comprendre que vous êtes récemment arrivée en ville. C'est exact. Et comment trouvez-vous la ville ?» Elle réfléchit à cela avec plus de délibération que la question ne le méritait probablement. « Plus bruyante que je ne l'imaginais, dit-elle finalement, et considérablement plus intéressée par elle-même que le reste du pays ne semble l'être. » James cligna des yeux. Ce n'était pas de l'impolitesse. C'était dit avec une parfaite amabilité, comme une observation plutôt qu'une critique. Mais c'était inattendu. La plupart des femmes, face à un duc et une question d'ouverture, offraient quelque chose d'appréciatif et de prudent sur les parcs ou les boutiques, ou sur l'extraordinaire qualité des divertissements de la saison. « Vous ne partagez pas cet enthousiasme, dit-il. »« Je le partage sélectivement, dit-elle, comme je le fais pour la plupart des choses. » Il voulait lui demander ce qu'elle entendait par là. Il voulait lui demander plusieurs choses, en fait, avec une urgence tout à fait disproportionnée par rapport à la durée de leur connaissance. Avant qu'il ne le puisse, elle jeta un coup d'œil derrière lui, vers l'autre côté de la pièce. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de se souvenir d'une obligation antérieure. « Si vous voulez bien m'excuser, votre grâce, » dit-elle avec un petit signe de tête courtois. « J'ai promis à la comtesse de regarder quelque chose pour elle dans la bibliothèque. » Et elle partit. Elle ne se pressa pas. Elle ne se retourna pas. James resta là où elle l'avait laissé un instant de plus que ce qui était strictement digne. Pembury apparut à son coude. « Eh bien, dit-il agréablement, comment étaient les eaux ?» James ne répondit pas immédiatement. Il regardait la porte par laquelle Vivienne Marsh venait de passer. Il ressentait la sensation distincte et inhabituelle d'être un homme qui avait ri de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La bibliothèque du manoir de la comtesse Whitmore était le genre de pièce qui suggérait que sa propriétaire avait réellement lu les livres qu'elle contenait, ce qui, d'après l'expérience de Vivonne, était plus rare que cela n'aurait dû l'être. Les étagères allaient du sol au plafond sur 3 murs. Il y avait 2 fauteuils de lecture positionnés avec une réelle attention à la lumière, et le bureau dans le coin portait le désordre confortable d'un usage régulier. Vivienne n'était pas, en vérité, là pour regarder quoi que ce soit pour la comtesse. Elle se tenait à la fenêtre donnant sur le petit jardin arrière, les mains jointes devant elle. Elle s'accorda 30 secondes pour être seule avec ce qui venait de se passer. Elle avait su que c'était lui au moment où la comtesse avait prononcé son nom. Elle avait reconnu la voix avant de se retourner. Cette qualité particulière d'aisance d'un homme entièrement habitué à ce que les pièces s'arrangent autour de lui. Elle l'avait entendu à travers un mur 4 jours plus tôt, façonné autour de son nom, portant le rire. Elle ne lui avait rien donné. Elle en était raisonnablement certaine. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la façon dont il l'avait regardée. Pas avec l'intérêt de convenance d'un homme faisant de l'arithmétique sociale, calculant la dot par rapport à la lignée et à la conversation. Il l'avait regardée comme elle regardait parfois un passage dans un livre. Un passage qui disait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui l'obligeait à s'arrêter et à le relire. Elle ne savait pas quoi faire de cela. Elle se dirigea vers le bureau et ouvrit le 2e tiroir en partant du haut. La comtesse lui avait donné la combinaison du petit coffre-fort à l'intérieur il y a 3 semaines. C'était un après-midi pluvieux, où elle était venue pour le thé, et était restée 5 heures. Elle avait tout raconté à la femme plus âgée, ou presque tout. Le coffre-fort contenait, entre autres choses, une lettre. Elle était écrite de la main de son père, datée de 8 mois avant sa mort. Elle n'était adressée à personne en particulier. C'était la façon dont son père écrivait parfois les choses qu'il ne pouvait se résoudre à envoyer. Il les appelait ses lettres honnêtes. Il les gardait dans une boîte en bois sous son bureau dans le Hampshire. Vivienne les avait trouvées en triant ses affaires et les avait toutes lues en une seule nuit. Assise par terre dans son manteau, parce qu'elle avait oublié d'allumer le feu. La plupart étaient des regrets sans importance sur des affaires qu'il avait mal gérées. Des excuses à des clients qu'il estimait avoir mal servis. Une longue et tendre lettre à sa mère, morte depuis 12 ans, et puis celle-ci. Elle la déplia maintenant, bien qu'elle en connaisse le contenu par cœur depuis longtemps. Il y avait quelque chose de rassurant à voir l'écriture de son père. L'écriture soignée, légèrement resserrée, d'un homme qui avait appris à bien écrire et n'en avait jamais tout à fait perdu l'effort. « J'ai gardé cela trop longtemps, »
commençait la lettre. Et je le garderai probablement plus longtemps encore, car je suis un lâche de la manière particulière dont les hommes prudents sont des lâches, non par manque de sentiments, mais par excès de conséquences. Je sais ce que ce document signifie. Je sais ce qu'il ferait s'il était montré aux bonnes personnes, ou aux mauvaises, selon le point de vue. La famille Cavendish a acquis la propriété Marsh dans le Wiltshire en 1809. Le contrat n'était pas valide au moment de la signature. On a dit à votre grand-père que c'était un arrangement de refinancement de routine. Il a signé parce qu'il faisait confiance à l'avoué qui le lui a présenté. Un homme employé par le duc d'Ashford de l'époque, qui savait précisément ce qu'il signait et ce que cela signifiait. Votre grand-père a tout perdu en moins d'1 an. Le domaine, les revenus, le statut. Il est mort en croyant que c'était son propre échec. Ce n'était pas le cas. J'ai le contrat original. J'ai la correspondance entre l'avoué de Cavendish et l'intendant du duc qui prouve que l'arrangement était délibéré. Je les ai gardés parce que je ne savais pas quoi en faire. Et parce que le duc actuel n'est pas son grand-père. Et parce que je ne suis pas certain que la justice, à cette distance, ressemble à ce qu'elle était au début. Je vous laisse en décider. Vous avez toujours été meilleur que moi pour décider. Viven replia la lettre le long de ses plis d'origine. Le duc actuel n'est pas son grand-père. Elle avait pensé à cette phrase plus qu'à tout autre. Son père l'avait écrite non comme une excuse, mais comme une complication. Le genre de complication dans lequel son père était spécialisé. Le genre qui rendait la simple colère difficile à maintenir. Elle était venue à Londres avec les documents. Ils n'étaient pas dans le coffre-fort. Elle n'était pas assez sotte pour les garder dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais ils étaient proches, et elle savait exactement ce qu'ils contenaient et ce qu'ils valaient, tant au sens juridique qu'humain du terme. Elle n'était pas venue pour ruiner James Cavendish. Elle n'était pas tout à fait certaine de ce qu'elle était venue faire. Elle s'était dit que c'était pour le voir, pour se forger sa propre opinion d'un homme dont son père avait écrit avec une telle ambivalence prudente, pour décider si les documents devaient être montrés à un avoué, ou brûlés, ou simplement gardés comme son père les avait gardés, comme une lettre honnête adressée à personne, attendant une résolution qui pourrait ne jamais venir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la recherche dans les 20 minutes suivant son arrivée. Elle ne s'attendait pas à la façon dont il la regardait. Elle ne s'attendait pas à trouver, sous cette confiance facile et cette voix qu'elle avait entendue rire de son nom, quelque chose qui ressemblait, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, à une curiosité remarquablement sincère. Elle remit la lettre dans le coffre-fort et ferma le tiroir. Elle était encore debout près du bureau, quand elle prit conscience qu'elle n'était plus seule dans la pièce. Elle se retourna lentement. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, plus âgée, impeccablement vêtue, avec une sorte d'expression composée et évaluatrice. Une expression qui suggérait qu'elle avait passé des décennies à la perfectionner. Elle avait les yeux de James Cavendish, ou plutôt, il avait les siens, gris pâle, intelligent, et à ce moment, pas particulièrement chaleureux. Viven n'avait jamais rencontré la duchesse d'Ashford. Elle l'a reconnue immédiatement. « Mademoiselle Marsh », dit la duchesse en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. Sa voix était agréable de la même manière que certains jours froids sont agréables. Claire, vive, et pas du tout confortable. « Je pensais bien vous trouver ici. » Viven joignit ses mains devant elle et ne dit rien. Elle avait appris de son père que le silence était presque toujours la réponse la plus intéressante. « Je ne vous retiendrai pas longtemps », continua la duchesse, se déplaçant vers le centre de la pièce avec l'autorité tranquille d'une femme qui n'a jamais eu besoin de se presser pour quoi que ce soit. « Je voulais simplement me présenter, puisque mon fils semble avoir pris un intérêt à le faire lui-même, et je préfère connaître les personnes qui occupent l'attention de mon fils avant qu'elles n'en occupent trop. » « Cela semble prudent, » dit Viven. Les yeux de la duchesse la parcoururent avec une attention minutieuse et approfondie. « Votre père était avoué, dit-elle. Il était dans le Hampshire. »« Oui. » Une pause. Le regard de la duchesse se posa sur le bureau, sur le deuxième tiroir. Viven l'avait fermé, mais pas verrouillé, car le verrouiller aurait nécessité la clé de la comtesse, qui était actuellement dans la poche du manteau de Viven. Et la chercher aurait été un geste trop facile à interpréter. « Il est décédé l'automne dernier, » dit la duchesse. « J'ai été navré de l'apprendre. » Viven la regarda fixement. « Le connaissiez-vous » La question était simple. La réponse de la duchesse mit une fraction de seconde de trop à venir. « Non, dit-elle, mais on entend des choses. » C'était, pensa Viven,
Une réponse remarquablement prudente de la part d'une femme qui ne lui avait pas semblé du genre à être prudente sans raison. Elle soutint le regard de la duchesse et sourit. Le même petit sourire courtois qu'elle avait donné à James dans le salon. Celui qui n'offrait rien et ne demandait rien, et qui laissait à l'autre personne l'impression troublante d'en avoir dit plus qu'elle n'en avait l'intention. « Comme c'est aimable », dit Vivienne. La duchesse la regarda un long moment. Puis, si brièvement que Vivienne faillit le manquer, quelque chose bougea derrière ses yeux gris pâles. Pas de l'hostilité, pas du calcul, de la peur. Elle disparut avant d'être vraiment arrivée. La duchesse sourit, lui souhaita une agréable soirée, et quitta la pièce aussi posément qu'elle y était entrée. Vivienne resta très immobile dans le silence qu'elle laissa derrière elle. Son père avait eu raison sur une chose. Elle pensa que c'était considérablement plus compliqué que la justice. James Cavendish n'était pas par nature un homme qui poursuivait. Ce n'était pas de l'arrogance, précisément. Ou plutôt, ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était aussi l'habitude accumulée d'une vie où la poursuite avait rarement été nécessaire. Les choses venaient à lui. Les invitations, les opportunités, les présentations, les affections. Elles arrivaient avec la régularité fiable du courrier du matin, et il les recevait avec la même attention agréable et sans hâte qu'il accordait à tout ce qui ne l'obligeait pas à le désirer trop fort. Il n'avait rien désiré trop fort depuis très longtemps. Il en était conscient. Il en était conscient comme un homme est conscient d'une pièce qui est restée fermée pendant des années. Pas avec du chagrin, exactement, mais avec une reconnaissance sourde et occasionnelle que quelque chose à l'intérieur avait probablement tourné. Après jeudi, il se surprit à penser à Vivienne Marsh avec une fréquence qui était, selon toute mesure raisonnable, disproportionnée par rapport à la durée de leur connaissance. Il pensait à la façon dont elle l'avait regardé, ou plutôt à la façon dont elle avait regardé au-delà de lui, avec ce regard égal et sans hâte, qui lui avait attribué précisément le même poids qu'au papier peint. Il pensait à la qualité particulière de son immobilité, à la façon dont elle occupait une pièce sans sembler négocier avec elle. Il pensait à ce qu'elle avait dit. Je le partage sélectivement, comme je le fais pour la plupart des choses. Et aux dizaines de significations possibles que cette phrase continuait de générer, dont aucune ne pouvait être écartée. Il pensait, avec un peu moins de confort, au fait qu'elle était partie. Pas de façon spectaculaire, pas avec le timing calculé d'une femme qui comprend la valeur d'une sortie. Elle était simplement partie, comme si la conversation avait atteint sa conclusion naturelle et qu'elle ne voyait aucune raison de la prolonger artificiellement pour lui. Il n'était pas habitué aux conclusions naturelles. Le lundi suivant, il avait trouvé 3 raisons distinctes de mentionner son nom dans la conversation. Aucune d'entre elles, se disait-il, n'était intentionnelle. Le mercredi, il avait cessé de se le dire. L'occasion se présenta le jeudi soir, lors d'une soirée de cartes organisée par Lord et Lady Ashbourne dans leur maison de Mayfair. C'était le genre de rassemblement que James trouvait habituellement au mieux tolérable. Les pièces étaient trop chaudes, le jeu de cartes trop sérieux, et Lady Ashbourne avait l'habitude de placer les gens selon une logique sociale qui ne satisfaisait qu'elle-même. Mais Pembury avait mentionné, avec une nonchalance étudiée, que la comtesse Whitmore serait présente, et qu'elle amènerait probablement sa jeune amie du Hampshire, et James avait trouvé son engagement antérieur soudainement moins impérieux qu'il ne l'avait pensé. Il arriva et trouva le salon déjà confortablement plein. Il fit le tour des invités avec l'efficacité d'une longue pratique, dit les bonnes choses aux bonnes personnes. Et il localisa Vivienne Marsh en moins de 4 minutes, ce qui, nota-t-il en privé, était plutôt plus rapide que la tâche n'aurait dû le prendre dans une pièce de cette taille. Elle se tenait près de la fenêtre du fond avec une femme qu'il ne reconnaissait pas. Apparemment en pleine conversation sur quelque chose qui faisait rire sa compagne. Vivienne elle-même ne riait pas. Elle portait plutôt cette expression qu'il commençait à reconnaître. Une sorte d'attention animée, le regard de quelqu'un de sincèrement intéressé par ce qu'il entendait, plutôt que de feindre l'intérêt à des fins sociales. C'était, pensa-t-il, une expression remarquablement rare lors d'une soirée de cartes à Mayfair. Il traversa la pièce. Elle le vit venir. Il en était certain, car son regard se posa brièvement sur lui, puis retourna à sa compagne sans interruption, ce qui signifiait qu'elle avait enregistré son approche et choisi de terminer sa conversation quand même. Il attendit. Ce ne fut pas une attente confortable. Il était assez certain qu'elle était censée ne pas l'être.
Lorsque sa compagne s'excusa, Vivienne se tourna vers lui avec le calme posé de quelqu'un qui n'avait pas attendu pour le faire. « Votre grâce, dit-elle, comme Mademoiselle Marsh. » Il lui offrit son sourire le plus désarmant, celui qui avait à diverses occasions produit des résultats allant du pardon à une légère infatuation. « Vous semblez surprise de me voir. »« Je ne suis pas surprise, dit-elle. Les réceptions de Lady Ashbourne ont tendance à attirer un public constant. Je m'attendais plutôt à ce que vous soyez ici. Et pourtant, vous n'êtes pas venu le dire. J'étais en conversation, dit-elle agréablement. Tout comme vous, je crois, pendant le premier quart d'heure. Il l'avait été. Il était légèrement troublé qu'elle l'ait remarqué. Ferez-vous un tour de la pièce ? Demanda-t-il. Ou est-ce également soumis à votre politique de partage sélectif ? Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, mais le précurseur d'un sourire. Le petit mouvement interne qui le précédait. Je ferai un tour de la pièce, dit-elle. Mais je dois vous avertir que je ne suis pas particulièrement doué pour le genre de conversation que ces tours impliquent habituellement. Quel genre est-ce ? Le genre où les deux parties disent beaucoup de choses et communiquent très peu, dit-elle en se mettant à son pas. Je trouve cela épuisant. Je préfère soit dire quelque chose, soit ne rien dire. Alors dites quelque chose, dit-il. Elle le regarda de côté. Vous d'abord. Il rit, sincèrement, sans calcul, ce qui le surprit. Très bien. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit au salon de la comtesse. Sur le fait que Londres est plus intéressé par lui-même que le reste du pays ne semble l'être. J'espère ne pas vous avoir offensé. Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez intéressé. Il fit une pause. Ce qui, je l'avoue, est un événement moins courant qu'on pourrait le croire. Elle resta silencieuse un moment. Il eut le sentiment qu'elle décidait de quelque chose. Non pas de ce qu'elle allait dire, mais de la part de ses pensées, qu'elle allait laisser paraître. « J'ai grandi dans une maison pleine de livres et avec très peu d'argent, » dit-elle finalement. « Mon père était un homme réfléchi, mais pas un homme prospère. Nous ne venions pas à Londres pour la saison. Nous ne venions généralement pas à Londres du tout. Je lisais à ce sujet à la place. » Elle fit une pause. Lire sur un endroit puis y arriver est une expérience intéressante. On voit les deux versions en même temps. Et quelle version préférez-vous? Celle des livres était plus calme, dit-elle. Mais celle-ci a une meilleure lumière. Il la regarda. Elle observait la pièce devant eux avec la même attention égale. Il eut la nette impression que la remarque avait été plus personnelle qu'elle n'en avait l'air, bien qu'il n'aurait pas pu dire précisément pourquoi. « Le Hampshire vous manque, dit-il. Elle y réfléchit. « Mon père me manque, dit-elle. Le Hampshire est simplement l'endroit où il était. » C'était dit sans apitoiement, sans le léger tremblement que les gens introduisent parfois dans les phrases sur la perte pour signaler que la sympathie est la bienvenue. C'était simplement un fait, offert proprement. Et il atterrit avec plus de poids qu'un deuil plus élaboré ne l'aurait fait. James resta silencieux un moment. « J'ai perdu mon père quand j'avais 19 ans, dit-il. Il n'avait pas prévu de le dire. C'est arrivé, comme le font parfois les choses honnêtes, un peu avant sa permission. J'ai découvert depuis que son absence a tendance à s'attacher à des objets et des lieux plutôt qu'au deuil abstrait. Un fauteuil particulier, une vue particulière depuis une fenêtre particulière. » Vivienne se tourna pour le regarder, puis complètement, pour la première fois de la conversation, avec la même attention totale qu'elle avait accordée à sa compagne précédente. Cela ne dura qu'un instant, mais c'était le genre d'instant qui avait un certain poids, le genre qui modifiait légèrement la température de ce qui suivait. « Oui, » dit-elle doucement, « c'est exactement ça. » Ils marchèrent en silence pendant quelques pas, ce qui aurait dû être gênant et ne le fut pas. Au cours des 2 semaines suivantes, James trouva des raisons, certaines légitimes, d'autres construites avec une subtilité décroissante, pour être là où se trouvait Vivienne Marsh. À la soirée musicale de Lady Fenwick, il s'assit à 3 chaises de sa gauche et passa plus de temps à la regarder écouter la performance qu'à l'écouter lui-même. Elle était entièrement immobile pendant la musique, les mains jointes sur ses genoux, son expression composée, mais intérieure. Comme si les notes étaient traitées dans un endroit privé et personnel plutôt que simplement entendues. À la garden party des Ashbourne, il orienta 2 conversations distinctes dans sa direction. Et les 2 fois, il se retrouva à rester plus longtemps que prévu, attiré par la qualité de son attention. La façon dont elle écoutait avec tout son visage, la façon dont elle posait des questions qui étaient sincèrement curieuses plutôt que socialement obligatoires, la façon dont elle faisait parfois une pause avant de répondre, comme si elle trouvait important de penser ce qu'elle disait. Au dîner de Lord Pembury,
Il était assis à 4 places d'elle et passa tout le plat de poisson à essayer d'entendre ce qu'elle disait à l'homme à sa gauche. Ce qui lui apprit quelque chose sur son état d'esprit actuel, qu'il trouvait à la fois indéniable et gênant. Elle ne s'ouvrait pas à lui, c'était ça le problème. Elle ne se fermait pas non plus. Elle était constamment agréable, constamment engagée quand il parlait, constamment disposée à être honnête d'une manière que la plupart des gens n'étaient pas. Mais elle maintenait une distance qui n'était pas géographique. C'était quelque chose de plus interne, une réserve dont il ne parvenait pas à localiser les contours. Cela ressemblait moins à de la timidité qu'à une décision. Elle avait décidé quelque chose à son sujet. Il ne savait pas quoi. Il trouvait cela, contre toute expérience antérieure, entièrement captivant. C'est au salon de Whitmore, 3 semaines après leur première rencontre, que la première fissure apparut. Il parlait depuis près d'1 heure, debout près de la bibliothèque au fond de la pièce. D'un accord mutuel tacite, 2 personnes qui avaient identifié le coin le plus calme d'un espace bondé et n'étaient pas enclines à le quitter. La conversation s'était déroulée de manière organique et imprévisible, comme entre des personnes sincèrement intéressées l'une par l'autre. Du Hampshire à son domaine dans le Derbyshire. Des livres à l'architecture. De l'architecture à la qualité particulière de la lumière dans les vieilles maisons, qui les faisait paraître habitées par leurs propres histoires. Il y a une longue galerie à Ashford Park, dit-il. Elle s'étend sur toute la longueur de l'aile est. Les après-midi d'hiver, la lumière entre sous un angle qui fait que tout à l'intérieur semble appartenir à un autre siècle. Il fit une pause. J'ai toujours pensé que c'était la pièce la plus honnête de la maison. Honnête? Répéta-t-elle. Non décorée, dit-il. Ou plutôt, décorée uniquement par ce que fait la lumière. Tout a l'air exactement aussi vieux que ça l'est. Elle resta silencieuse un moment. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui la traversa rapidement, comme une ombre sur une eau calme, qu'il ne put lire. « Je crois que j'aimerais la voir, » dit-elle. Puis, comme si l'aveu l'avait surprise, elle détourna le regard. C'était la première fois qu'elle lui offrait quelque chose sans défense. Il le reconnut comme tel et n'insista pas, ce qui lui coûta quelque chose, mais qui lui sembla instinctivement être la bonne chose à faire. Au lieu de cela, il dit « Alors vous la verrez ». Elle le regarda de nouveau. La chose sans défense avait disparu, remplacée par son calme habituel. Mais ses yeux étaient différents, légèrement plus chauds, légèrement moins résolus. « Vous êtes très sûr des choses, dit-elle. »« J'apprends, dit-il, à être sûr de moins de choses. » Elle soutint son regard un instant de plus qu'auparavant. Et puis, de l'autre côté de la pièce, quelqu'un l'appela par son nom. Un associé avec le timing malheureux des personnes chroniquement inconscientes. Et le moment se referma comme une lettre qu'on range. Mais s'il avait existé, il en était sûr. Il retournait à sa voiture 1 heure plus tard, l'esprit confortablement rempli de la soirée, quand il remarqua la femme de chambre personnelle de sa mère qui attendait près de l'entrée de service de la maison Whitmore. Il s'arrêta. Sa mère n'avait pas assisté à cette soirée. Il avait vu son nom absent de la liste des invités et n'y avait pas pensé. Elle avait été souffrante la semaine précédente et avait décliné plusieurs invitations. Mais sa femme de chambre, debout à l'entrée des domestiques d'une maison où elle n'avait rien à faire, à 1 heure où le salon battait encore son plein. Il regarda la femme de chambre. Elle le regarda en retour avec l'expression de quelqu'un qui souhaiterait vivement être ailleurs. « Quand est-elle arrivée » demanda-t-il. « Il y a 1 heure, votre grâce. » « Et quand est-elle partie ?»« Il y a 20 minutes. » Il resta très immobile sur le trottoir un moment, l'air nocturne frais sur son visage. Il calculait le timing avec l'efficacité d'un homme qui avait grandi dans une maison où les choses n'étaient souvent pas dites à voix haute. 20 minutes, ce qui correspondait, calcula-t-il, à peu près au moment où Viven s'était brièvement excusé de leur conversation pour parler avec la comtesse. Il regardait de nouveau la maison, puis la femme de chambre. « Merci », dit-il d'un ton qui indiquait que la conversation était terminée, et il se dirigea vers sa voiture. Il s'assit à l'intérieur un long moment avant de faire signe au cocher de démarrer. Sa mère, qui n'avait pas été invitée, qui avait été souffrante, qui n'avait aucune raison d'assister à un salon où on ne lui avait pas demandé de venir, avait envoyé sa femme de chambre personnelle à la maison de la comtesse Whitmore le seul soir où Viven Marsh était là. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il savait, avec la certitude froide d'un homme qui avait appris tôt à reconnaître la forme des choses que sa mère préférait gérer discrètement, qu'il allait le découvrir.
La duchesse d'Ashford recevait ses invités dans le salon bleu au deuxième étage de la maison Cavendish. Pas dans les salons de réception officiels du rez-de-chaussée, qui étaient réservés aux occasions exigeant tout le poids du prestige de la famille, mais dans la pièce plus petite, plus personnelle, qui donnait sur le jardin arrière. Elle était meublée de la manière particulière des espaces qui ont été arrangés une fois, il y a longtemps, par quelqu'un au goût très défini et jamais modifié de manière significative depuis. C'était, pensa Vivienne en étant introduite par un valet dont le visage ne communiquait absolument rien, une pièce conçue pour que son occupante paraisse à l'aise et ses visiteurs légèrement moins. Elle avait reçu la note de la duchesse ce matin-là. Elle avait été livrée à la maison de sa cousine avant 9 heures, ce qui signifiait qu'elle avait été écrite et expédiée avant que la plupart de Londres n'ait fini son petit déjeuner. La note elle-même était brève, gracieuse et totalement dépourvue de chaleur. Une invitation à prendre le thé, formulée avec suffisamment de délicatesse pour être techniquement déclinable en tant que convocation, tout en indiquant clairement qu'un refus serait noté et retenu. Vivant l'avait lu 2 fois, l'avait posé sur la table du petit déjeuner, avait fini son toast, puis avait répondu pour accepter. Elle avait passé le trajet jusqu'à la maison Cavendish, elle avait décliné l'offre de la voiture de sa cousine, voulant l'air et le temps de réfléchir, à décider de ce qu'elle était prête à révéler ou non. La réponse, au moment de son arrivée, était très peu. Mais elle avait l'intention de prêter une attention particulière à tout. La duchesse était déjà assise quand Vivienne entra, ce qui était en soi une petite communication précise. Une hôtesse qui se lève pour accueillir un invité reconnaît le statut de cet invité. Une hôtesse qui reste assise ne reconnaît que le sien. Vivienne s'y attendait. Elle traversa la pièce sans hésitation et prit la chaise en face, s'y installant avec le calme posé que son père avait toujours appelé son plus grand atout social et sa défense la plus fiable. « Mademoiselle March », dit la duchesse avec un sourire parfaitement calibré. Assez chaud pour être techniquement accueillant, assez froid pour établir que la chaleur était une chose offerte plutôt que ressentie. « Comme c'est aimable à vous d'être venu. Comme c'est aimable à vous de m'avoir invité », dit Vivienne sur exactement le même ton. Le thé fut servi. La duchesse accomplit ce rituel avec la grâce automatique d'une femme qui l'avait fait 10 000 fois et trouvait dans sa familiarité une forme d'autorité. L'autorité tranquille d'une personne entièrement chez elle, alors que son invité ne l'était pas. Vivienne accepte sa tasse et attendit. Elle avait également appris de son père que dans les conversations où l'autre partie avait demandé la rencontre, il fallait laisser l'autre partie arriver à son but à son propre rythme. Les presser produisaient invariablement de la prudence. La patience, le plus souvent, produisait de l'honnêteté, ou du moins une version plus lisible de la malhonnêteté, ce qui était presque aussi utile. La duchesse posa des questions sur sa cousine. Vivienne répondit. La duchesse posa des questions sur le Hampshire. Vivienne y répondit aussi, brièvement et sans élaboration. La duchesse observa que la saison avait été particulièrement belle cette année, que le temps avait coopéré à un degré inhabituel, que les salons de Whitmore étaient toujours des soirées si agréables. À la mention des salons de Whitmore, quelque chose changea presque imperceptiblement dans l'air entre elles. « Je crois comprendre que vous y êtes devenue une habituée », dit la duchesse, posant sa tasse avec un petit clic précis. « La comtesse parle très chaleureusement de vous. Elle a été très gentille avec moi, » dit Vivienne. « Je la connaissais un peu par mon père. Il s'est occupé d'une correspondance pour une de ses amies il y a quelques années. »« Oui ?» dit la duchesse. « Votre père ?» Une pause. Le mot flotta entre elles, faisant plus de travail qu'il n'y paraissait. « Il a été avoué pendant de nombreuses années. Je crois qu'il était dans le Hampshire. »« Oui. » La duchesse sourit. « Une profession respectable, bien que j'imagine que la pratique d'un avoué à la campagne est assez différente de celle que l'on trouve à Londres. Considérablement plus calme, acquiesça Vivienne. Bien que mon père ait toujours dit que les cas les plus calmes étaient souvent les plus intéressants. Ceux qui avaient le plus d'histoire attachée à eux. Elle le dit sans emphase, sans la moindre altération de son ton. Elle regarda la duchesse le recevoir. Quelque chose bougea derrière ses yeux gris pâles. La même chose qu'elle avait vue au salon de Whitmore il y a 3 semaines. Identifiée alors comme de la peur, et en la revoyant maintenant, confirmée comme telle. C'était bref, et c'était contrôlé, et la duchesse était, à tous égards, extraordinairement douée pour le contrôler. Mais c'était là. Comme c'est philosophique, dit la duchesse agréablement. C'était un homme philosophique, dit Vivienne.
C'est ce qui me manque particulièrement chez lui. Un silence s'installa. La duchesse leva de nouveau sa tasse, but une gorgée, puis la reposa avec l'air décidé de quelqu'un qui avait décidé d'abandonner l'approche qu'elle utilisait et d'en essayer une autre. « Mademoiselle Marsh, dit-elle, je vais parler franchement si vous le permettez. Je trouve que la franchise fait gagner beaucoup de temps. Je la préfère, dit Vivienne, et elle le pensait. Mon fils a montré un intérêt marqué pour votre compagnie au cours des dernières semaines. La duchesse croisa les mains sur ses genoux. James n'est généralement pas négligent dans l'attention qu'il porte aux gens. Quand il s'intéresse à quelque chose, il a tendance à le poursuivre avec une certaine détermination. J'ai observé cette qualité en lui depuis qu'il est enfant. Elle fit une pause. C'est une qualité admirable dans de nombreux contextes, mais pas dans tous, dit Vivienne. Le contexte est extrêmement important, acquiesça la duchesse, comme je suis sûr que vous le comprenez. Une autre pause, celle-ci légèrement plus longue, chargée de quelque chose qui n'était presque pas dit. Je ne doute pas que vous soyez une jeune femme intelligente et accomplie, mademoiselle Marsh. L'estime de la comtesse n'est pas accordée à la légère, et je respecte son jugement. Mais l'intelligence et l'accomplissement, aussi authentiques soient-ils, ne modifient pas certaines réalités pratiques. Mon fils a un nom, un titre et des responsabilités envers sa famille et son domaine qui doivent être considérés parallèlement à ses inclinations personnelles. Vivienne la regarda fixement. « Vous me dites, dit-elle avec une parfaite amabilité, que je ne suis pas convenable. » La duchesse ne cilla pas. « Je vous dis, dit-elle, que certaines attaches, aussi sincèrement formées soient-elles, créent des complications que aucune des parties n'anticipe pleinement au départ. » Elle soutint le regard de Vivant, particulièrement quand une partie a des liens non résolus avec l'histoire familiale de l'autre. Voilà, pas direct, pas explicite, mais indubitable pour quiconque écoutait attentivement. Et Vivienne avait écouté attentivement depuis qu'elle était entrée dans la pièce. La duchesse savait pour les documents, ou savait qu'il y avait des documents, ou le soupçonnait. Ce qui était peut-être pire, car le soupçon, contrairement à la connaissance, ne pouvait être ni abordé, ni réfuté, ni apaisé. Le soupçon vivait simplement, se nourrissant tranquillement de tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Vivienne posa sa tasse très soigneusement sur sa soucoupe. Elle pensa à la lettre de la main soignée de son père. Le duc actuel n'est pas son grand-père. Elle pensa à James dans la longue galerie qu'il avait décrite, la pièce honnête avec sa lumière d'hiver. Elle pensa à la façon dont il avait dit « J'apprends à être sûr de moins de choses » et à la qualité d'honnêteté qu'elle y avait entendue. Non jouée, non calculée, simplement offerte. Elle pensa à la peur dans les yeux de sa mère. Elle avait plusieurs options à sa disposition à ce moment. Elle pouvait nier toute connaissance des documents, ce qui serait un mensonge et ne serait probablement pas cru. Elle pouvait les reconnaître et les nommer directement, ce qui serait une sorte de déclaration de guerre qu'elle n'était pas venue faire ici. Elle pouvait ne rien dire, ce qui serait sa propre forme de communication, ou elle pouvait faire ce que son père avait parfois fait dans les cas difficiles, quand la vérité était trop compliquée pour être servie par une seule déclaration directe. Elle pouvait dire quelque chose de vrai qui laisserait l'autre personne avec plus de questions qu'elle n'en avait en arrivant. « Mon père, » dit Vivienne doucement, était un homme très prudent. Il tenait des registres méticuleux. Il croyait que le passé méritait d'être documenté avec précision. Non pas parce que le passé pouvait être changé, mais parce que la précision était une forme de respect. Elle fit une pause. Il croyait aussi que les documents, comme toute chose, ne sont aussi puissants que l'usage que l'on a l'intention d'en faire. La duchesse était très immobile. « Je ne suis pas venue à Londres, » continua Vivienne sur le même ton mesuré et égal, avec l'intention de causer des ennuis à qui que ce soit. Ce n'était pas le souhait de mon père, et ce n'est pas le mien. Elle rencontra directement le regard de la duchesse. « Je suis venue parce que j'avais besoin de voir quelque chose par moi-même. Je crois que je commence à le voir. » Un long silence. La duchesse la regarda avec une expression qui avait changé subtilement, mais perceptiblement au cours des 30 dernières secondes. Le calme était toujours là. Le calme était, Vivienne le soupçonnait, structurel, intégré à la femme à un niveau trop profond pour être touché par une seule conversation. Mais quelque chose en dessous avait bougé, un réajustement d'une sorte, trop interne pour être nommé précisément. « Vous êtes, dit enfin la duchesse, bien plus que ce à quoi je m'attendais. »« C'est ce qu'on me dit parfois, » dit Vivienne. La duchesse la regarda un autre long moment. Puis elle fit quelque chose que Vivienne n'avait pas anticipé. Elle rit.
C'était bref et c'était sincère, et cela transforma entièrement son visage pendant les 3 secondes que cela dura. Louis enleva 20 ans et remplaça le calme architectural, soigné par quelque chose qui ressemblait remarquablement à la femme qu'elle aurait pu être avant de devenir la femme qu'elle était. « Votre père, dit la duchesse quand ce fut passé, devait être un homme remarquable. Il l'était, dit Viven. Je suis désolé que vous ne l'ayez jamais rencontré. La duchesse la regarda vivement, et Viven soutint son regard, stable et sans ciller, laissant la phrase flotter entre elles avec toutes ses significations possibles intactes. Après un moment, la duchesse détourna le regard. Signirent leur thé dans un silence qui était, sinon chaleureux, du moins honnête. Ce qui était, pensa Viven, considérablement plus que ce à quoi elle s'attendait en entrant. Elle descendait les marches du perron de la maison Cavendish quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. James descendait les marches 2 par 2, son manteau à moitié enfilé. Il l'avait clairement vu d'une fenêtre et était descendu en toute hâte. Il s'arrêta quand il l'atteignit, légèrement essoufflé d'une manière qui était tout à fait indigne et, pensa-t-elle, tout à fait sincère. « Vous étiez ici, dit-il. Ce n'était pas tout à fait une accusation. Ce n'était pas tout à fait une question. Votre mère m'a invité à prendre le thé, dit Viven. J'ai accepté. » Il la regarda un moment avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Quelque chose entre l'alarme et autre chose. Quelque chose de plus compliqué. « Êtes-vous » a-t-elle. Il s'arrêta, reconsidérant apparemment ce qu'il allait demander. « Elle a été très gracieuse, » dit Viven, ce qui était vrai au sens le plus étroit possible. Il la regarda fixement. Il faisait cette chose qu'elle avait remarquée chez lui quand il soupçonnait qu'il n'avait pas toute l'histoire. Une légère immobilité, une qualité d'attention plus concentrée que sa manière facile habituelle. C'était, en était-elle venue à penser, la version la plus honnête de lui. La version qui essayait vraiment plutôt que de simplement réussir. « Viven », dit-il. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Il sembla le réaliser au même moment qu'elle. Elle le vit enregistrer, vit la brève pause incertaine qui suivit, et le vit décider après cette pause de ne pas s'en excuser. Elle ne le lui demanda pas. « Je vais tout à fait bien, » dit-elle doucement. « Il n'y a rien à craindre. » Elle soutint son regard un moment de plus que ce qui était strictement nécessaire, assez longtemps pour lui laisser voir qu'elle le pensait. Et puis elle enfila ses gants avec l'efficacité posée d'une femme qui a conclu une visite et est prête à rentrer à pied. « Bon après-midi, votre grâce, » dit-elle. Elle se retourna et descendit les marches restantes et longea le trottoir. Elle ne se retourna pas. Et elle était à 2 rues entières de là avant de s'autoriser à reconnaître en privé, et sans réconfort particulier, que la conversation avec la duchesse ne l'avait pas effrayée. Ce qui l'effrayait, c'était la façon dont James avait dit son nom, et le fait qu'elle avait très envie de rester. James ne rentra pas tout de suite. Il resta sur les marches du perron de la maison Cavendish et regarda Viven s'éloigner. Cette démarche particulière qui était la sienne, sans hâte et le dos droit. La démarche d'une femme qui savait exactement où elle allait, même quand ce n'était pas le cas, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Puis il resta là un moment de plus, son manteau toujours à moitié enfilé, l'air matinal frais sur son visage. Il pensa au fait que sa mère avait invité Viven Marsh à prendre le thé sans le lui dire. Il pensa à ce que cela signifiait. Puis il rentra. Sa mère était toujours dans le salon bleu, les services à thé pas encore débarrassés. Un petit livre ouvert sur ses genoux, à la manière de quelqu'un qui a pris un livre non pour le lire, mais pour avoir quelque chose à regarder. Elle leva les yeux quand il entra, et ferma le livre, avec le calme posé d'une femme qui l'attendait, et ne voyait aucune raison de paraître autrement. « James, dit-elle, pourquoi l'avez-vous invité ici ?» dit-il. Il garda sa voix égale. Il avait appris en 31 ans que niveler sa voix en parlant à sa mère produisait de meilleurs résultats que l'alternative. Elle répondait au calme. Elle se fermait à la pression. « Je l'ai invitée à prendre le thé, » dit sa mère, « parce que je souhaitais la rencontrer. Vous avez été en sa compagnie à pas moins de 7 occasions distinctes au cours des 3 dernières semaines, ce qui est, selon toute mesure raisonnable, une allocation significative de votre attention. J'ai jugé prudent de me forger ma propre opinion. Et quelle est votre opinion ?» Sa mère y réfléchit avec la délibération qu'elle apportait à la plupart des choses. « Elle est considérablement plus que ce à quoi je m'attendais, » dit-elle. Ce qui était,
Pense à James, la chose la plus proche d'un compliment sans réserve que sa mère ait jamais fait à une femme de moins de 40 ans qui ne lui était pas apparentée par le sang. Ce n'est pas une réponse, dit-il. C'est la seule réponse que j'ai pour le moment, dit-elle. Elle n'est pas facile à lire. J'ai trouvé cela à la fois admirable et troublant. Ce qui, je suppose, n'est pas une réponse rare face aux personnes de véritable substance. Elle fit une pause. Elle a parlé de son père. Quelque chose dans la poitrine de James se serra légèrement. « Elle fait ça, dit-il, simplement, sans le jouer. » Sa mère le regarda avec une expression qu'il ne put immédiatement catégoriser. Quelque chose entre l'évaluation et quelque chose de plus personnel. « Vous êtes plus sérieux à ce sujet que je ne le réalisais, dit-elle. « Oui, dit-il. » Il était inutile de nuancer. Un silence s'installa entre eux. Sa mère baissa les yeux sur le livre sur ses genoux, puis les releva vers lui. Il vit quelque chose travailler derrière ses yeux. La négociation interne particulière d'une femme décidant de la part de ce qu'elle savait à laisser paraître. « Mère, dit-il doucement, que lui avez-vous dit? Je n'ai rien dit d'inapproprié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Un autre silence, plus long cette fois. « J'ai suggéré, dit sa mère avec précaution, que certaines attaches créent des complications, que les réalités pratiques doivent être considérées parallèlement aux inclinations personnelles. » Elle fit une pause. J'ai peut-être laissé entendre que l'histoire de sa famille avec la nôtre était une considération pertinente. James devint très immobile. Il entendit les mots. Il les retourna, les examinant comme il examinerait un document pour ce qu'il ne disait pas, autant que pour ce qu'il disait. L'histoire de sa famille avec la nôtre. Dit par sa mère, avec cette précision architecturale soignée, qu'elle réservait aux choses auxquelles elle avait longuement réfléchi, et décidé d'aborder de manière oblique. Dit par une femme qui, 3 semaines plus tôt, avait envoyé sa femme de chambre personnelle à un salon où elle n'avait pas été invitée, le soir où Vivian Marsh était là. « Quelle histoire, dit-il. » Ce n'était pas une question. Il avait appris cela aussi, que les questions donnaient à l'autre partie la possibilité de recadrer. Une déclaration livrée avec une certitude suffisante était plus difficile à rediriger. Sa mère le regarda un long moment. Il l'avait calculé, l'avait pesé ce qu'il pourrait déjà savoir contre ce qu'elle préférait qu'il ne sache pas. La vie arrivait à une conclusion qui ne la satisfaisait pas. « James, dit-elle, il y a des choses sur le passé de cette famille qui ont été gérées bien avant que vous ne preniez le titre. Des décisions qui ont été prises par votre grand-père à une autre époque, sous des pressions différentes. Quelle histoire, dit-il de nouveau. Elle ferma brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, le calme était toujours là, mais il avait acquis sur ses bords la qualité de quelque chose de retenu plutôt que de quelque chose qui existait simplement. La famille Marsh, dit-elle, avait un domaine dans le Wiltshire en 1809. Votre grand-père l'a acquis par un contrat qui n'était pas simple. Elle dit les 2 derniers mots avec la litote prudente d'une femme qui avait passé des décennies à vivre avec ce qu'il dissimulait. Le grand-père de Vivian a signé des documents qu'on lui a présentés comme un arrangement de refinancement de routine. Ce n'était pas le cas. James ne dit rien. Il sentit les mots arriver et s'installer, chacun ajoutant son poids à quelque chose qui s'assemblait dans sa poitrine avec une précision lente et froide. L'avoué impliqué, continua sa mère de la même voix calme et prudente, était employé par l'intendant de votre grand-père. L'arrangement était délibéré. La famille Marsh a tout perdu en moins d'1 an. Elle fit une pause. Le grand-père de Vivian est mort en croyant que c'était son propre échec. La pièce était très silencieuse. James regarda sa mère, cette femme qu'il avait connue toute sa vie, qui avait géré cette maison et cette famille avec une capacité extraordinaire et un amour considérable. Qui avait gardé cette chose, quelle qu'elle soit, pliée en elle, depuis combien de temps? Depuis combien de temps savait-elle? Depuis combien de temps? Dit-il. Elle le comprit immédiatement. Depuis que j'ai épousé votre père, dit-elle. Il me l'a dit avant le mariage. Il a dit que je devais savoir dans quoi je m'engageais. Une pause. Il n'en était pas fier. C'était l'œuvre de son père, pas la sienne. Mais il ne l'a pas non plus annulée. Parce qu'il ne le pouvait pas, dit James, ou parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Sa mère ne dit rien. Ce qui était, pensa-t-il, une réponse. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin arrière. Les vieux rosiers, le long du mur sud, le chemin de gravier que son père arpentait chaque matin avec une tasse de café, le banc de pierre où James lui-même s'était assis enfant pour faire ses leçons en été. Sans savoir,
sans savoir, sans rien savoir de tout cela. Viven a des documents, dit-il. Ce n'était pas une question. Je le crois, dit sa mère. Son père était avoué. Il aurait gardé des registres. Elle fit une pause. Je ne sais pas ce qu'elle a l'intention d'en faire. Moi si, dit James. Sa mère le regarda. Elle n'a l'intention de rien en faire, dit-il. C'est ce qu'elle vous a dit, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Elle est venue ici pour comprendre quelque chose, pas pour faire une réclamation. Elle a dit sa mère lentement, que les documents ne sont aussi puissants que l'usage que l'on a l'intention d'en faire. Une pause. Et qu'elle n'était pas venue à Londres pour causer des ennuis. James se détourna de la fenêtre. Il pensa à Viven, dans la bibliothèque de Whitmore, au deuxième tiroir du bureau de la comtesse. Il n'avait pas compris la signification de cela à l'époque, l'avait classé comme un détail mineur sans contexte. Il comprenait maintenant. Il pensa à la qualité de réserve qu'elle portait. La distance qui n'était pas de la timidité, mais une décision. La décision d'une femme qui savait quelque chose de considérable et avait choisi, pour des raisons qui lui étaient propres, de ne pas l'utiliser. Il pensa à ce que ce genre de retenue coûtait à une personne. Il pensa aux lettres de son père, les lettres honnêtes adressées à personne, et au poids d'un tel héritage. Pas la richesse, pas la propriété, mais une vérité trop compliquée à résoudre, transmise d'une personne prudente à une autre. Il pensa au rire au Whitmore's Club, son propre rire, sans hâte et facile, et totalement ignorant. Et il ressentit à ce sujet quelque chose de pire, considérablement pire que de l'embarras. « J'ai besoin de voir les archives de la famille, » dit-il. James, la correspondance de l'intendant de grand-père, les contrats du Wiltshire de 1809, tout ce qui se trouve dans les archives. Il se tourna pour lui faire face. « J'ai besoin de tout voir. » Sa mère le regarda un long moment immobile, puis quelque chose dans son expression changea. Pas effondré, pas rendu, mais relâché. De la manière de quelque chose qui a été maintenu sous tension pendant très longtemps et a finalement été autorisé à se détendre. « Les archives sont dans l'aile est, » dit-elle doucement. « Troisième meuble en partant de la gauche. La clé est avec Hendrix. » James la regarda. « Vous saviez où c'était? »« J'ai toujours su où c'était, » dit-elle. Elle soutint son regard fixement, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il ne s'attendait pas à y trouver. Pas de la culpabilité, exactement, mais une longue lassitude accumulée. Le regard d'une femme qui avait porté une chose pendant des décennies et qui avait peut-être, quelque part très en privé, attendu que quelqu'un la lui prenne. Je ne savais simplement pas quoi faire à ce sujet. Il hocha la tête une fois. Il quitta la pièce sans un autre mot et alla trouver Hendrix. Les archives étaient froides et sentaient le papier et le vieux cuir, et cette humidité particulière qui s'accumule dans les pièces entretenues, mais non habitées. Le troisième meuble en partant de la gauche contenait 4 tiroirs. James commença par celui du bas, qui contenait les matériaux les plus anciens, et remonta. Il trouva la correspondance du Wiltshire dans le deuxième tiroir. Elle était classée sous un titre qui se décrivait platement et sans aucune honte, comme « Acquisition de propriété 1805-1815 ». Parmi une douzaine d'autres dossiers contenant les affaires ordinaires d'un domaine qui avait fonctionné à l'échelle d'une petite institution. Il faillit le manquer. Il était étiqueté « Marsh, Wiltshire, 1809 », de l'écriture soignée et méticuleuse du secrétaire de son grand-père. Un homme qui avait apparemment tenu des registres méticuleux de tout, y compris des choses qui n'auraient peut-être pas dû être si soigneusement conservées. Il le lut dans les archives, debout près du meuble, le dossier ouvert dans ses mains, dans la lumière grise de l'après-midi qui filtrait par la seule petite fenêtre près du plafond. Il lui fallut 40 minutes pour tout lire. Une partie était sèche et procédurale, du langage contractuel, des termes de transfert de propriété, la machinerie administrative ordinaire d'un transfert de propriété. Mais la correspondance entre l'intendant de son grand-père et l'avoué employé pour gérer le côté marche de la transaction n'était pas sèche. Elle était spécifique et délibérée, et laissait très peu de place à une interprétation alternative. La famille Marsh avait été trompée systématiquement, avec préméditation. Le grand-père de Viven était mort en croyant avoir failli à sa famille. Il n'avait failli à rien. James ferma le dossier et resta un moment dans la pièce froide et sentant le papier, les yeux fermés, ne faisant rien de particulier, si ce n'est laisser le poids total de la chose arriver. Puis il remit le dossier dans le meuble, ferma le tiroir
et alla chercher son manteau. Il était chez la cousine de Vivian en moins d'une heure. La cousine, une femme agréable et légèrement troublée nommée Madame Hartley, qui ne savait manifestement pas quoi faire d'un duc arrivant à l'improviste à sa porte à 4h30, lui dit avec de profuses excuses que Mademoiselle Marsh n'était pas à la maison. « Quand l'attendez-vous » demanda James. Madame Hartley semblait faire des calculs sociaux rapides. « Elle est sortie cet après-midi, votre grâce. Après son retour de... c'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait certaine de quand elle... »« J'attendrai, » dit James. Madame Hartley cligna des yeux. « Je vous demande pardon ?»« Si vous le permettez, » dit-il. « J'attendrai. » Elle le permit, à la manière d'une femme à qui on n'avait pas techniquement donné l'option de refuser, et elle le conduisit dans un petit salon qui sentait les fleurs coupées et le nettoyage récent. Il s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Il ne fit pas les 100 pas. Il regarda la rue et pensa à ce qu'il allait dire. Il y pensait encore quand il entendit la porte d'entrée et la voix de Vivian dans le couloir. Puis un bref échange murmuré entre elle et Madame Hartley qu'il ne put distinguer. Une pause, puis des pas sur le sol, non pressés, ce qu'il trouva à la fois frustrant et admirable. Elle apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait manifestement marché. Ses joues étaient légèrement roses à cause de l'air, et il y avait une fine brume d'humidité sur son manteau. Il avait commencé à pleuvoir quelque part dans la dernière heure. Elle le regardait avec une expression qui n'était pas tout à fait surprise, ce qui suggérait que Madame Hartley l'avait prévenue, mais qui contenait quelque chose sous son calme qu'il ne pouvait nommer. « Votre grâce » dit-elle. Il se leva. « Vivian. » Il avait décidé quelque part dans la dernière heure qu'il n'allait pas revenir à Mademoiselle Marsh. Il avait utilisé son nom sur les marches de la maison Cavendish, et le monde ne s'était pas arrêté. En fait, cela avait semblé, plus que tout ce qu'il avait fait récemment, quelque chose de vrai. Elle entra dans la pièce, mais ne s'assit pas. Elle se tint près de la petite table près de la porte, les mains jointes devant elle. Le geste qu'il reconnaissait comme son calme par défaut, la chose qu'elle faisait quand elle décidait de ce qu'elle allait laisser paraître. « Je suis allé aux archives, » dit-il. Il était inutile de faire un préambule. Elle n'était pas une femme qui bénéficiait des préambules. Les archives de la famille, la correspondance du Wiltshire de 1809. Il fit une pause. « J'ai tout lu. » Quelque chose traversa son visage. Pas de la surprise, elle s'attendait à cela, ou à quelque chose de similaire, pensa-t-il. Quelque chose de plus compliqué que la surprise. Une respiration retenue, relâchée. « Je vois, » dit-elle doucement. « J'ai besoin que vous compreniez, » dit-il, « que je ne savais pas. Je veux être clair à ce sujet. Pas comme une excuse, mais comme un fait. Je ne savais pas ce que mon grand-père a fait. Je ne savais pas ce que mon père a choisi de ne pas défaire. J'ai passé tout mon temps en tant que duc à gérer ce domaine et ce nom sans aucune connaissance de ce qui se trouve dans ce deuxième tiroir. » Il fit une pause. « Je ne vous demande pas d'absoudre qui que ce soit. Je vous dis simplement la vérité, parce que je pense qu'on vous en doit beaucoup. » Vivian le regarda un long moment. Son expression faisait quelque chose de compliqué, quelque chose dont il pouvait voir les bords, mais pas le centre. « Votre père a écrit que vous n'étiez pas votre grand-père, » dit-elle. Sa voix était très calme. Il le fixa. « Votre père a écrit. Il tenait des lettres honnêtes, dit-elle, adressées à personne. Il les a laissées pour que je les trouve. » Elle fit une pause. « Il a écrit sur votre famille, sur les documents, sur ce qu'ils signifiaient et ce qu'ils coûtaient, et sur ce qu'il ne savait pas comment faire avec eux. » Une autre pause, à peine perceptible. « Il a aussi écrit que le duc actuel n'était pas son grand-père, que le tort causé était réel, mais que l'homme qui en répondrait n'avait pas été celui qui l'avait commis. » Elle soutint son regard. Il pensait que cela comptait. James resta très immobile dans le petit salon fleuri, la pluie commençant à strier la fenêtre derrière lui, regardant cette femme dont le grand-père était mort en croyant un mensonge, dont le père avait passé sa vie à porter une vérité trop compliquée à utiliser, qui était venue à Londres pour voir quelque chose par elle-même et avait apparemment, au cours de 3 semaines de proximité prudente, gardée et délibérée, commencé à le voir. « Pourquoi êtes-vous venu voir ?» dit-il. « Quand vous êtes venu à Londres, que cherchiez-vous » Elle resta silencieuse un moment. Pas le silence de l'évasion, le silence de quelqu'un arrivant honnêtement à une réponse honnête. « Je voulais savoir, » dit-elle, « si le nom dont mon père avait été si prudent méritait sa prudence. » Une pause. « Si vous étiez le genre d'homme dont les torts de sa famille devraient être mis à sa porte, ou si vous étiez autre chose. »
Elle le regarda directement. « Mon père pensait que vous pourriez être autre chose. Je voulais savoir s'il avait raison. »« Et ?» dit James. Elle le regarda un long moment immobile. Et puis la porte d'entrée s'ouvrit quelque part dans la maison. Et la voix de Madame Hartley arriva clairement du couloir, annonçant que le dîner était presque prêt. Et le moment, ce moment particulier, précaire, extraordinairement important, se brisa net en deux et tomba en morceaux. Vivian détourna le regard. Le calme revint, s'installant de nouveau sur son visage, comme un rideau tiré doucement sur une fenêtre. « Vous devriez partir, » dit-elle. « C'est presque l'heure du dîner. »« Vivian, s'il vous plaît, » dit-elle doucement, mais avec une fermeté qui n'était pas de la colère. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il y a beaucoup de choses à penser. » Il la regarda. Il voulait dire plusieurs choses, dont aucune ne semblait adéquate au poids des 10 dernières minutes. Et toutes semblaient susceptibles de faire plus de mal que de bien si elles étaient dites maintenant, dans cette petite pièce, avec la voix de Madame Hartley qui portait encore du couloir et la pluie qui tombait plus fort contre la fenêtre. « D'accord, » dit-il. Il prit son chapeau sur la table d'appoint. Il se dirigea vers la porte où elle se tenait. Il s'arrêta. Il était assez proche pour voir la légère tension dans sa mâchoire. La chose qu'elle faisait, il l'avait remarquée au fil des semaines, à l'observer plus attentivement qu'il n'avait jamais observé personne, quand elle retenait quelque chose avec un effort considérable. « Je ne vais nulle part, » dit-il très doucement. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il partit. Il était à 3 rues de là, marchant sous la pluie, sans vraiment le remarquer, quand son valet le rattrapa, légèrement essoufflé, avec son parapluie. « Votre grâce, la voiture est juste derrière. »« Merci, Peters, » dit James, prenant le parapluie sans ralentir. « Je crois que je vais marcher. » Peters, qui était au service de James depuis 6 ans et avait développé un instinct fiable pour savoir quand la marche n'était pas vraiment une question de marche, recula sans autre commentaire. James marcha. Il marcha longtemps dans des rues qui devenaient calmes, alors que la pluie s'épaississait et que le soir tombait. Et il pensa à un dossier dans un meuble de ses propres archives et à une boîte en bois sous le bureau d'un homme mort dans le Hampshire, et à 2 histoires parallèles qui avaient couru l'une à côté de l'autre, séparées par un mur de silence délibéré pendant 60 ans. Il pensa à ce que cela signifiait d'hériter d'un nom. Pas le titre, pas le domaine, pas l'argent, mais le nom lui-même. Avec tout ce pourquoi il avait été utilisé par des hommes qui l'avaient porté avant lui et avaient fait des choix qu'il n'aurait pas faits et ne pouvait maintenant défaire. Il pensa à ce que son père avait dit à sa mère avant le mariage. « Tu devrais savoir dans quoi tu t'engages », et n'avait ensuite rien défait. Il pensa à ce que cela signifiait de ne pas être son grand-père. Si c'était suffisant, si ne pas faire une chose était une forme de caractère ou simplement une absence d'opportunité. Il y pensait encore quand il arriva chez lui, tendit son manteau mouillé à Hendricks, alla dans son bureau, s'assit à son bureau et écrivit une lettre. Passe à Vivian. Passe encore. La lettre à Vivian nécessitait des choses qu'il n'avait pas encore trouvé comment dire. Et il avait appris en l'observant qu'il valait mieux penser ce que l'on disait que de le dire avant de le penser correctement. La lettre était pour son avoué. Elle concernait les registres de propriété du Wiltshire, les contrats de 1809 et la question de ce qui, le cas échéant, pouvait encore être fait. Il ne savait pas si quelque chose pouvait être fait. 60 ans, c'était long. Le domaine avait été vendu et revendu depuis longtemps, et modifié au-delà de toute reconnaissance. L'argent était dépensé, investi, dispersé dans le flux ordinaire des décennies d'une famille. Le grand-père de Vivian était mort. Son père était mort. Mais quelque chose pouvait être fait. Il en était certain. Ce serait peut-être inadéquat. Ce serait peut-être trop tard pour avoir une importance pratique. Ce ne serait peut-être à la fin rien de plus qu'un geste, et les gestes étaient fragiles, facilement écartés, pas la même chose que la justice. Mais sa famille avait pris quelque chose à la sienne, et il n'était pas son grand-père. Il scella la lettre et la laissa sur la table du hall pour le courrier du matin. Puis il alla se coucher, et ne dormit pas bien, et fut de nouveau à son bureau à 6 heures. Il envoya une note à la maison de la cousine de Vivian le lendemain matin. Brève, prudente, sans pression. Il disait qu'il espérait qu'elle allait bien, qu'il pensait à elle, qu'il serait à la galerie Peton le jeudi après-midi si elle souhaitait parler davantage, et que si elle ne le souhaitait pas, il comprendrait. Il ne reçut aucune réponse. Il alla à la galerie le jeudi quand même.
Elle n'était pas là. Il rentra chez lui et trouva Peters qui attendait avec une note arrivée 1 heure après son départ. Il l'ouvrit. « Je suis parti dans le Hampshire pour quelques jours. J'ai besoin de réfléchir dans un endroit calme. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit avant votre départ. VM. » Il la lut 2 fois. Puis il la plia et la mit dans la poche de son manteau et resta un moment dans son hall d'entrée à penser. Le Hampshire. Il pensa à une femme marchant dans les champs où elle avait grandi, dans une maison pleine des livres de son père et des lettres honnêtes de son père, et du calme accumulé d'une vie qui avait été perturbée, puis perdue. Il pensa à ce à quoi elle avait besoin de réfléchir, et si la réflexion le résoudrait ou rendrait simplement le poids de la chose plus précisément ressentie. Il pensa à ce qu'elle n'avait pas dit dans la note, qu'elle avait besoin de temps, qu'elle n'était pas prête, que la distance entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle pouvait se permettre de ressentir était encore trop grande à franchir depuis un salon de Mayfair. Il était assez certain, debout dans son hall avec sa note dans sa poche, qu'elle ne reviendrait pas à Londres, non pas parce qu'elle voulait disparaître, mais parce qu'elle ne savait pas encore si revenir était quelque chose qu'elle avait le droit de vouloir. Il monta à l'étage et sonna son valet. « Faites mes bagages pour quelques jours, dit-il. Nous allons à la campagne. » Son valet, un homme d'une grande expérience et de très peu de questions, dit « Oui, votre grâce », et alla faire les bagages. Il ne prit pas la voiture ducale. C'était une décision qu'il prit délibérément, debout dans les écuries derrière la maison Candish, pendant que son valet chargeait un seul sac dans une simple chaise de voyage qui appartenait techniquement au domaine, mais ne portait aucune de ses marques. Hendricks avait haussé un sourcil à cela. James n'avait pas expliqué. L'explication l'aurait obligé à articuler quelque chose qu'il n'avait pas encore mis en mots. Qu'arriver à la porte de Viven Marsh dans tout l'apparat du duc d'Ashford était précisément la mauvaise chose à faire. Et qu'il comprenait cela de la même manière instinctive et sans mots qu'il comprenait quand une pièce avait mal tourné sans pouvoir dire immédiatement ce qui avait changé en elle. Il laissa Peters derrière lui aussi, ainsi que son secrétaire et la petite suite d'habitudes administratives qui l'accompagnaient habituellement lorsqu'il voyageait. Il prit son valet, un cocher et le sac. C'était le plus libre qu'il se soit senti depuis des années. Le Hampshire à la fin du printemps était le genre de paysage qui faisait comprendre pourquoi les gens écrivaient de la poésie. Non pas parce qu'il était spectaculaire, non pas parce qu'il s'imposait à l'œil avec la grande ambition des Highlands écossais ou des pics du Derbyshire, mais parce qu'il était tranquillement, obstinément, entièrement lui-même. Les champs ondulaient en longues vagues nonchalantes. Les haies étaient épaisses et anciennes. La lumière tombait de côté, à travers les arbres en fin d'après-midi, d'une manière qui faisait que tout semblait à la fois présent et légèrement remémoré. James le regarda par la fenêtre de la voiture et pensa à Viven grandissant dans cet environnement, à ce que devient une personne quand c'est à cela qu'elle mesure les choses. Son économie, le genre particulier d'intelligence qui vient de l'immobilité. Il avait l'adresse de son père grâce à la note. Elle l'avait mentionné sans réfléchir, croyait-il, ou peut-être avec l'intention inconsciente de se rendre trouvable. Il choisit de ne pas examiner la question de trop près. La maison était plus petite qu'il ne l'avait imaginée, bien qu'il ne soit pas certain de pourquoi il l'avait imaginée plus grande. Un cottage en pierre en retrait d'une ruelle étroite, avec un jardin qui avait été soigneusement entretenu et qui était maintenant au premier stade de son retour à ses propres préférences. Les rosiers devenant légèrement sauvages le long du mur, et le chemin entre les parterres de fleurs s'adoucissant sur ses bords. Une maison qui avait été aimée et qui était maintenant gérée à distance, entretenue mais non habitée. Il dit au cocher d'attendre sur la ruelle. Il remonta le chemin seul. Elle répondit elle-même à la porte. Cela le surprit légèrement, bien que cela n'aurait pas dû. Il n'y avait aucun domestique en évidence, aucune fumée de la cheminée de la cuisine, qui indiquerait une gouvernante en résidence. Elle était venue ici seule, ou presque. Il enregistra cela sans commentaire. Elle portait une simple robe grise, et ses cheveux étaient lâchés, ou plutôt relevés, mais lâchement, à la manière d'une personne qui les a relevés, sans attention particulière, parce que les relever est une habitude plutôt qu'une performance. Elle avait un livre à la main, son doigt marquant la page. Ses pieds, remarqua-t-il, étaient dans des pantoufles très simples qu'elle n'aurait, en aucune circonstance, portées à Londres. Elle le regarda. Il la regarda.
Un silence s'écoula, qui contenait un nombre remarquable de choses. « Vous m'avez suivi, dit-elle. Ce n'était pas une accusation. C'était dit, avec le même ton égal qu'elle apportait à la plupart des observations, une déclaration de fait offerte pour une reconnaissance mutuelle. « C'est exact, dit-il. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Vous l'avez dit, dit-il. Et j'ai attendu plusieurs jours. » Quelque chose bougea dans son expression. Pas tout à fait de l'amusement, pas tout à fait de l'exaspération, mais quelque chose qui contenait des éléments des deux, traversant son calme comme la lumière traverse l'eau. « Plusieurs jours, répéta-t-elle. « 4, dit-il, ce qui, je le souligne, est considérablement plus que ce que je voulais attendre. » Elle le regarda un long moment, puis elle recula de la porte et la tint ouverte. Il entra. La maison sentait les livres et le vieux bois, et quelque chose de légèrement herbacé, qui aurait pu être le jardin de sa mère, séché et conservé. Il faisait chaud à l'intérieur malgré sa taille. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres orientées au sud avec une généreuse abondance, et les pièces, bien que modestes, avaient la qualité d'espace qui avait été pensé plutôt que simplement meublé. Des livres partout, comme il s'y attendait. Un bureau dans la pièce de devant, avec une clarté d'organisation qui lui rappelait elle. Chaque chose à sa place, non par souci de propreté, mais par l'habitude d'une personne qui sait où sont les choses parce qu'elle les utilise. Il ne s'assit pas. Elle ne lui offrit pas de chaise immédiatement. Et il eut le sentiment que la conversation devait trouver sa propre forme avant de pouvoir être menée depuis des fauteuils. Elle posa son livre sur le bureau. Elle se tourna pour lui faire face, les mains le long du corps plutôt que jointes devant elle. Ce qui, il l'avait appris, était un registre différent, moins blindé, bien que pas délibérément. Simplement différent. « Comment saviez-vous où venir ?» dit-elle. « Vous avez mentionné la ruelle dans une lettre à la comtesse il y a 3 semaines, dit-il. Elle me l'a dit quand j'ai demandé. Elle m'a aussi dit d'être prudent, ce que j'ai l'intention de prendre au sérieux. » L'expression de Viven fit quelque chose de compliqué à la mention de la comtesse. « Elle n'aurait pas dû. Elle a dit spécifiquement que vous lui diriez qu'elle n'aurait pas dû, dit James. Et que je devrais vous dire qu'elle l'a fait quand même, et qu'elle est entièrement sans remords. » Un souffle de quelque chose qui était presque un rire lui échappa. Cela dura moins d'1 seconde, puis son visage se recomposa, et elle le regarda avec la franchise qu'elle lui tournait depuis des semaines. Cette qualité particulière d'attention, qui donnait à chaque fois l'impression d'être lue avec précision. « Pourquoi êtes-vous venu, James ?» dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Il l'enregistra de la même manière qu'il avait enregistré le moment sur les marches du salon de Whitmore. Comme quelque chose de petit et de significatif, une porte s'ouvrant d'un pouce précis et pas plus. Pas encore. « Parce que j'avais besoin que vous sachiez plusieurs choses, dit-il, et je ne pouvais pas attendre que vous décidiez de revenir pour vous les dire. Et si je n'étais pas revenu ?» Il la regarda fixement. « Alors j'aurais préféré vous le dire ici, plutôt que de ne pas vous le dire du tout. » Elle soutint son regard. Il pouvait voir l'effort de son calme, pas sa fausseté, pas une performance, mais l'effort sincère d'une femme qui avait passé une grande partie de sa vie à s'assurer de ne pas vouloir des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, et qui trouvait cet effort de plus en plus difficile en présence d'une personne spécifique. Il le savait parce qu'il le reconnaissait. Il faisait la même chose depuis des semaines dans la direction opposée. « J'ai parlé à mon avoué, dit-il, avant de venir. Je veux que vous compreniez que ce que je vais dire n'est pas un geste. Ce n'est pas un grand geste à la place de quelque chose de plus important. C'est une chose distincte de la chose plus importante et je veux les garder séparés. Parce que l'une concerne la loi et l'histoire, et l'autre vous et moi, et je ne veux pas qu'elles soient confondues. » Viven le regarda attentivement. « Continuez, dit-elle. La propriété du Wiltshire a disparu depuis longtemps, dit-il. Ce qui a été fait ne peut être défait dans un sens pratique. Le domaine a changé de main 3 fois. La structure originale est modifiée au-delà de toute reconnaissance. L'argent est dispersé irrémédiablement dans 60 ans d'histoire ordinaire. Je sais cela. » Il fit une pause. « Mais il y a une somme importante, calculée par mon avoué à partir de la valeur du contrat original et de ce à quoi un arrangement équitable aurait ressemblé en 1809. Elle ne peut pas restaurer ce qui a été pris, mais elle est exacte et elle est due. Et elle vous sera transférée en tant qu'héritière survivante de votre grand-père dès que les formalités seront terminées. » Viven était très immobile. « Vous n'avez pas besoin de l'accepter, dit-il.
Je veux être clair à ce sujet aussi. Ce n'est pas conditionnel à quoi que ce soit. Ce n'est pas une tentative d'acheter de la bonne volonté ou de simplifier une situation compliquée. C'est simplement ce qui est dû. Il fit une pause. Mon grand-père a pris quelque chose au vôtre. Mon père a choisi de ne pas y remédier. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et je ne maintiendrai pas leur silence. Elle le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas le calme, pas la réserve, pas l'attention prudente et délibérée qu'elle lui portait habituellement. Quelque chose en dessous de tout cela. Quelque chose qui, de l'intérieur, semblait pouvoir être douloureux. De la manière dont les choses sont douloureuses quand on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient là et que leur absence avait été gérée en silence pendant très longtemps. « James, dit-elle. » Sa voix était très calme. « C'est la première chose, dit-il. La chose légale, la chose séparée. » Il fit une pause. « Puis-je vous dire l'autre ?» Elle le regarda un long moment. Puis elle hocha la tête une fois, un petit signe. Il prit une profonde inspiration. « J'ai ri de votre nom, dit-il, dans une pièce pleine d'hommes qui pensaient que la question de votre convenance était une blague. J'ai ri et je n'y ai pas pensé pendant 3 secondes après, parce que vous n'étiez personne pour moi. Une collection de détails défavorables assemblés pour un effet comique. » Il fit une pause. « Je vous dis cela non pas parce que vous ne le savez pas. Vous étiez là. Vous l'avez entendu. Vous l'avez su à chaque instant de chaque conversation que nous avons eue depuis. Mais parce que je veux que vous sachiez que je le sais, que j'y ai pensé, que quand je vous regarde, je ne suis pas inconscient de ce que j'ai fait et de ce que cela a coûté, de quelque petite manière que ce soit, de commencer à partir de là. » Vivian ne dit rien. Ses mains étaient toujours le long de son corps. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose derrière elle quelque chose avait changé dans la qualité de son immobilité, de la manière dont la température d'une pièce change quand une fenêtre est ouverte. Trop subtil pour être localisé précisément, mais entièrement impossible à manquer. « J'ai essayé, dit-il, de mieux me familiariser avec l'incertitude, avec le fait de ne pas savoir, avec le fait de rester en présence d'une chose que je ne peux pas résoudre immédiatement, de trouver, contre mon inclination habituelle, que cette attente n'est pas désagréable. » Il fit une pause. « Vous avez été une enseignante extrêmement efficace à cet égard, bien que je doute que vous ayez eu l'intention de l'être. »« Je n'ai pas eu l'intention de grand-chose de tout cela, » dit-elle. Sa voix était toujours calme, mais elle avait maintenant une qualité différente d'avant. Moins contenue, pas brute, mais plus proche de la surface. « Oh, dit-il, moi non plus. » Il la regarda directement. « Je suis venu ici sans ma voiture, sans mon nom sur la porte, sans aucune de l'architecture qui me précède habituellement. Je suis venu parce que je voulais me tenir devant vous, aussi simplement que je le sais, et vous dire que je ne suis pas mon grand-père. Et j'essaie très fort de ne pas être mon père non plus. Et je ne sais pas encore ce que cela fait de moi exactement. Mais je sais que quoi que cela fasse de moi, j'aimerais beaucoup que vous fassiez partie de la détermination. » La pièce était très immobile. La lumière de la fin de l'après-midi entrait par la fenêtre sud et s'étendait en longues barres dorées sur le sol entre eux, chaude et ordinaire, et entièrement indifférente au poids du moment. Vivian la regarda. Il la regarda. Il ne parla plus, parce qu'il avait dit ce qu'il était venu dire. Et il comprenait, après des semaines à l'observer, que la bonne chose à faire maintenant était d'attendre. Pas stratégiquement, pas avec la patience calculée de quelqu'un qui gère une situation. Sincèrement, se tenir dans l'espace qu'il avait créé et la laisser y venir, ou ne pas y venir, entièrement selon ses propres termes. Elle baissa les yeux sur le sol entre eux, sur les barres de lumière, puis les releva vers lui. « J'ai brûlé les documents, dit-elle. » Il la fixa. « Quand ? » « Le jour où je suis arrivé ici, dit-elle. Le lendemain matin. » Elle s'arrêta, recommença. « Je suis resté assise avec eux pendant longtemps dans le fauteuil de mon père, à son bureau. Je les ai tous lus jusqu'au bout, ce que j'avais déjà fait de nombreuses fois. Et puis je les ai mis dans la cheminée. » Elle fit une pause. « C'était à mon père de les porter, pas à moi. Il ne pouvait pas les poser. Je le pouvais. » Une pause. « Je ne les ai pas brûlés pour vous. Je veux être clair à ce sujet. »« Je comprends, » dit-il. « Je les ai brûlés parce que j'ai réalisé que je les portais comme une raison, » dit-elle. « Pas une raison de faire du mal à quelqu'un, mais une raison de ne pas vouloir de choses. Une raison de garder une distance qui ressemblait à de la sagesse, et qui était en fait. » Elle s'arrêta de nouveau, regarda la fenêtre. « Mon père était un homme prudent. Il était aussi un homme seul.
Il était prudent avec les choses qui méritaient de la prudence, et prudent avec les choses qui n'en méritaient pas. Et au moment où il a compris la différence, il n'avait plus de temps. Elle se retourna vers James. Je ne voulais pas faire la même erreur. James ne dit rien. Il ne bougea pas. Il eut le sentiment que les prochaines secondes étaient très importantes et que la pire chose qu'il pouvait faire était de les interrompre. Vivian le regarda directement, pleinement, sans la réserve ou le calme, ou la gestion prudente de ce qu'elle laissait paraître. Le regarda simplement, comme elle l'avait regardé ce tout premier soir au salon de Whitmore. Quand il avait dit quelque chose sur son père et la pièce avec la lumière d'hiver, et qu'elle avait dit « Oui, c'est exactement ça ». Et le monde avait légèrement changé et aucun d'eux n'en avait parlé. « Vous avez changé », dit-elle doucement. « Pas parce que j'avais besoin que vous changiez. Pas dans un but précis. Vous avez simplement changé. Je l'ai vu se produire. » Elle fit une pause. « Mon père pensait que vous pourriez être autre chose. Il avait raison. J'avais de bonnes raisons de changer, dit James. J'avais une motivation considérable. Ce n'est pas la même chose que de le faire, dit-elle. Non, acquiesça-t-il. Ce n'est pas le cas. Un autre silence, plus court cette fois. La lumière dorée bougea légèrement alors qu'un nuage passait quelque part à l'extérieur. La compensation de votre avoué, dit-elle. Je l'accepterai. Pas pour moi. Je la donnerai à l'hôpital du comté, au nom de mon grand-père. Il aurait trouvé cela approprié, je pense. C'était un homme pratique. C'est un meilleur usage que tout ce à quoi j'aurais pu penser, dit James. Oui, dit-elle avec le fantôme de quelque chose qui était presque un sourire. Je le pensais aussi. Il fit un pas vers elle. Pas impulsif, délibéré, prudent. Le pas d'un homme qui avait appris lentement et à un certain coup la différence entre se diriger vers quelque chose et le poursuivre. « Vivian, dit-il, j'aimerais beaucoup rester pour le thé, si vous le voulez bien. » Elle le regarda un long moment. Cet homme qui était venu sans sa voiture, et son nom, et son architecture. Qui se tenait dans la maison de son père dans la lumière de l'après-midi, la regardant avec une expression qui contenait, pensa-t-elle, plus d'incertitude sincère qu'elle n'en avait vu de lui pendant toutes les semaines de salon et de visites de galeries et de proximités soigneusement construites. Elle pensa à la lettre de son père, au mot prudent, et à ce qu'il coûtait et ce qu'il valait. Et quand il cessait d'être de la sagesse et devenait simplement de la peur avec une meilleure posture. Elle pensa à une pièce avec une lumière d'hiver qu'elle avait dit qu'elle aimerait voir un jour. Et à la façon dont il avait dit « Alors vous la verrez », comme si c'était la chose la plus simple du monde. Comme si vouloir des choses et les avoir n'étaient pas séparés par une distance énorme et perfide qu'elle avait navigué seule pendant très longtemps. « Je vais mettre la bouilloire, dit-elle. » Elle se tourna vers la cuisine. Elle avait fait 3 pas quand elle s'arrêta, se retourna et le regarda par-dessus son épaule avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur elle auparavant. Ouverte, chaleureuse, légèrement défaite, entièrement et complètement réelle. « Il n'y a pas de domestique, dit-elle. Vous devrez porter le plateau vous-même. » Il sourit. Ce n'était pas le sourire désarmant, pas le sourire social, pas celui qui avait ouvert 1000 portes sans effort. C'était quelque chose de considérablement moins poli et considérablement plus vrai. « Je crois, dit-il, que je peux m'en charger. » Ils prirent le thé dans le jardin parce que l'après-midi était chaud et que les rosiers le long du mur commençaient à s'ouvrir. Et Vivian dit sans cérémonie particulière que cela semblait un gaspillage d'être à l'intérieur. James porta le plateau. Il ne renversa rien, ce qu'il considéra comme un accomplissement personnel. Il s'assit dans une chaise de jardin qui était légèrement trop petite pour lui et but du thé dans une tasse avec un petit éclat sur l'anse. Et il ne dit rien pendant plusieurs minutes, parce que le jardin était calme de la manière des endroits qui ont été calmes pendant longtemps et savent comment le partager. Vivian s'assit en face de lui, les jambes repliées sous elle d'une manière qu'elle n'aurait certainement pas faite à Londres, ses mains autour de sa tasse, regardant les rosiers, avec l'expression qu'elle portait quand elle pensait à quelque chose qu'elle n'avait pas encore décidé de dire. « Parlez-moi de la Long Gallery, dit-elle finalement. À Ashford Park, avec la lumière d'hiver. » Il la regarda. « Vous l'avez décrite une fois, dit-elle sans le regarder. J'y ai pensé plusieurs fois depuis. » Il lui raconta. Il lui parla de la galerie plus en détail qu'il ne l'avait fait au salon de Whitmore. Sa longueur, la qualité particulière de la lumière de l'après-midi en janvier. Les portraits qui bordaient les murs, y compris ceux qu'il trouvait difficiles à regarder et ceux dont il ne pouvait détacher son regard. Il lui parla de son père l'arpentant les matins d'hiver,
de s'y asseoir enfant avec un livre, caché derrière les rideaux au fond, parce que c'était la pièce de la maison où personne ne pensait à le chercher. Elle écouta avec l'attention pleine et sans hâte qu'elle accordait à tout. Et quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. « J'aimerais la voir, dit-elle. » Les mêmes mots qu'elle avait prononcés au salon de Whitmore des semaines auparavant, puis s'était surprise à dire et avait détourné le regard. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Alors vous la verrez, dit-il, aussi simplement qu'auparavant. » Elle le regarda. Quelque chose dans son expression changea, s'installa. Il pensa, de la manière dont les choses s'installent quand elles ont été incertaines pendant longtemps et ont finalement trouvé leur terrain. « Je ne suis pas une personne facile, dit-elle. Je devrais vous le dire maintenant si ce n'est pas déjà apparent. Je suis privée et je suis particulière, et je serai régulièrement en désaccord avec vous, et je ne ferai pas semblant de ne pas l'être. Je sais, dit-il, et j'ai des opinions bien arrêtées sur la façon dont les choses devraient être faites. J'avais remarqué, et je lis beaucoup, plus que la plupart des gens ne le considèrent raisonnable. J'ai une bibliothèque, dit-il, dont j'ai toujours pensé qu'elle méritait un meilleur lecteur que celui qu'elle a généralement reçu. Elle le regarda un moment. Puis elle sourit, pleinement, correctement, sans retenue, le sourire qu'il avait vu une fois au salon de Whitmore ce premier soir, quand elle parlait à sa compagne. Celui qui atteignait ses yeux et changeait tout sur son visage, et qui dura cette fois considérablement plus de 3 secondes. C'était, pensa-t-il, la plus belle chose qu'il ait vue depuis très longtemps, peut-être même jamais. Il ne le dit pas. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites immédiatement. Certaines choses étaient mieux gardées un moment, savourées, comprises, rendues certaines avant d'être mises en mots. Il le lui dirait bientôt. Il en était tout à fait sûr. Pour l'instant, il était assis dans le jardin de la maison de son père, dans la lumière de l'après-midi du Hampshire, avec une tasse de thé ébréchée et un muret de rosiers en fleurs. Et il se sentait pour la première fois depuis très longtemps, entièrement et précisément là où il était censé être. 1 an plus tard, l'invitation au dîner d'automne de Lord Fenwick était sur le bureau de James depuis 3 jours avant que Vivian ne la trouve. Elle n'avait pas fouiné. Elle cherchait un stylo, qu'elle avait posé quelque part dans son bureau l'après-midi précédent, en annotant un passage particulièrement dense d'une histoire de la réforme agraire que James lui avait procurée chez un libraire d'Édimbourg, et qui avait ensuite migré vers un endroit connu seulement de lui-même. Elle l'avait finalement trouvé sous une lettre de son intendant. L'invitation de Fenwick était visible en dessous. Elle la ramassa et la lut. Puis elle la reposa précisément là où elle était et alla chercher son stylo. James la trouva dans la longue galerie 1 heure plus tard. Ce n'était pas inhabituel. Elle passait beaucoup de temps dans la longue galerie, particulièrement en fin d'après-midi quand la lumière faisait ce qu'elle lui avait un jour décrit, avec une précision caractéristique comme son « travail le plus intéressant ». Il en était venu à considérer la galerie comme en partie la sienne maintenant. Elle avait réarrangé 2 des tables d'appoint, déplacé une chaise d'1 mètre vers la gauche pour mieux capter le soleil de l'après-midi, et installé une petite bibliothèque près de la fenêtre sud qui contenait une sélection tournante de ce qu'elle lisait actuellement. Ce qui signifiait que la pièce sentait maintenant faiblement ce qui était pressé entre ses pages. Il trouvait cela, de manière déraisonnable, l'une de ses choses préférées dans la maison. Elle se tenait près de la fenêtre du fond, les mains derrière le dos, regardant le parc en hiver. Le premier gel était arrivé la semaine précédente, et les terres étaient pâles et immobiles dans la lumière de la fin de l'après-midi. Les vieux arbres projetaient de longues ombres sur l'herbe. Elle se retourna quand elle l'entendit. « J'ai vu l'invitation de Fenwick, dit-elle. »« Je pensais bien que oui, dit-il. Allez-vous me dire ce que vous en pensez? »« Je pense que Lord Fenwick n'a pas changé ses habitudes, dit-elle. Je pense que le dîner sera exactement comme le dernier qu'il a organisé, dans tous les détails qui comptent. »« Probablement, acquiesça James. Venez-vous » Elle le regarda avec l'expression qu'il avait appris à connaître comme son expression de réflexion. Pas en train de délibérer, exactement, mais en laissant ce qu'elle savait déjà remonter à la surface à son propre rythme. « Oui, dit-elle, je pense que oui. » Le dîner eut lieu un jeudi de la 3e semaine de novembre, dans la maison de Fenwick à Berkeley Square. Les pièces étaient chaudes, le vin excellent, et Lord Fenwick présidait sa table avec la satisfaction familière d'un homme qui croyait avoir arrangé le monde à son meilleur avantage. Ils étaient 8 à table. Pembury était là, ainsi que 2 hommes que James connaissait depuis l'université et leurs épouses.
et un jeune vicomte dont James oubliait sans cesse le nom, et Lord Fenwick lui-même, et James, et à sa droite, son épouse, la duchesse d'Ashford, qui portait la perle de sa mère à sa gorge comme elle le faisait généralement, et qui était engagée dans une conversation avec l'épouse de Pembury sur l'hôpital du comté du Hampshire. Il avait récemment reçu une dotation anonyme suffisamment importante pour financer une nouvelle aile chirurgicale, ce qui était, selon les journaux, tout à fait remarquable compte tenu de la taille du comté et des difficultés habituelles des dons philanthropiques en milieu rural. James écouta cette conversation avec une qualité d'attention particulière. Le dîner se déroula, les plats vinrent et repartirent. La conversation passa, comme elle le faisait à la table de Fenwick, par la propriété et la politique, et la saison à venir. Et plusieurs sujets auxquels James contribua, et plusieurs auxquels il ne contribua pas. Parce que Viven était à côté de lui, et il avait découvert depuis l'année passée, dans le jardin du Hampshire, que les conversations qu'il aurait auparavant trouvées au mieux tolérables étaient maintenant activement agréables. Simplement en pouvant jeter un coup d'œil à sa droite et la trouver là. Écoutant avec tout son visage, offrant une opinion quand elle en avait une, ce qui était fréquent. Et ayant entièrement raison à ce sujet, ce qui était plus fréquent qu'il ne l'avait initialement anticipé, et sur quoi il en était venu à compter. Le dessert arriva. Fenwick remplit les verres avec l'autorité généreuse d'un hôte qui considère la soirée comme un succès et souhaite la prolonger. Et puis Fenwick, qui ne pouvait résister à la chose qu'il faisait le mieux, se pencha en arrière sur sa chaise avec l'expression d'un homme tenant une carte. « J'ai réfléchi, dit-il, s'adressant à la table en général, au fils du jeune Ashbourne. Il atteindra sa majorité au printemps prochain. Quelqu'un devrait commencer à penser à des parties convenables. » Cela produisit l'intérêt modéré habituel des personnes qui n'avaient pas d'opinion forte sur le sujet, mais étaient disposées à s'en amuser. La jeune Hartley, offrit quelqu'un. Déjà prise, dit quelqu'un d'autre. Et si? Fenwick nomma une jeune femme que James ne reconnaissait pas. Trop jeune, dit fermement l'épouse de Pembury. Fenwick sourit. Il en nomma une autre, puis une autre. Chaque nom fut évalué et jugé insuffisant pour diverses raisons, de la manière agréable et sans hâte des personnes qui apprécient le processus plus qu'elles ne se soucient du résultat. James ne dit rien. Il observait Viven, qui écoutait ce rituel familier avec une expression d'attention composée qu'il reconnaissait. La qualité particulière de son écoute quand elle trouvait quelque chose de privé, de tranquillement amusant, et n'avait aucune intention de partager pourquoi. Il lui jeta un coup d'œil. Elle lui jeta un coup d'œil. Une seconde, pas plus, mais elle contenait, dans le langage compressé et sans mots qu'ils avaient développé au cours d'une année de matins et de longues soirées et de conversations qui duraient plus longtemps que prévu, un échange entier. La reconnaissance de l'endroit où ils étaient et de la façon dont ils en étaient arrivés là. L'absurdité particulière et la justesse particulière d'être assis à cette table, dans cette pièce qui avait autrefois été le lieu d'une blague faite à ses dépens, maintenant entièrement recontextualisée par sa présence. Elle détourna le regard, de retour vers Fenwick. Son expression ne changea pas. James regarda de nouveau la table, et puis Fenwick, soit par ignorance sincère, soit par un sens de l'occasion que James ne lui avait pas crédité auparavant, dit « Il y a une jeune fille du Cumberland, la nièce de Harwick, je crois, qui est réputée être… » Il fut interrompu par un son. Pas un son fort, pas un son spectaculaire, simplement un rire. Pas de James, de l'épouse de Pembury, à quelque chose que Viven lui avait murmuré trop bas pour que le reste de la table l'entende. L'épouse de Pembury rit avec un plaisir sincère, couvrit sa bouche et regarda Viven avec une expression de chaleur complice. Et Viven lui sourit en retour, ce sourire plein et sans défense, celui qui atteignait ses yeux et la transformait entièrement. Et le son de ce sourire se propagea dans la pièce, comme la chaleur se propage dans un espace froid, modifiant la température de tout ce qu'il touchait. Fenwick fit une pause. Il regarda le long de la table vers Viven. Son expression fit quelque chose de compliqué. L'expression d'un homme qui réévalue une série d'hypothèses antérieures et trouve l'arithmétique moins confortable qu'elle ne l'avait semblé auparavant. James observa cela se produire avec une grande satisfaction privée. Il prit son verre de vin. Il se tourna vers sa femme. « Mademoiselle Harwick », dit-il très doucement, pour ses oreilles seulement, apparemment très instruite. Vivienne se tourna vers lui. Ses yeux brillaient. « Vraiment ?» dit-elle sur le même ton. « C'est ce qu'on me dit.
Et qu'en pense-t-il à cette table? Il la regarda un moment. Cette femme qui s'était tenue de l'autre côté d'un mur et avait entendu son nom transformé en chute de blague, et qui s'en était éloignée, ses gants ajustés et la tête haute, une décision déjà formée. Qui avait porté la vérité de son père, la blessure de son grand-père, et une lettre honnête adressée à personne à travers une saison de proximité prudente et gardée? Qui avait brûlé les documents dans la cheminée de son père un matin, dans le Hampshire, parce qu'elle avait décidé, avec la finalité tranquille qu'elle apportait à la plupart des décisions, que le passé méritait son repos? Qui lui avait dit qu'elle n'était pas une personne facile, en guise d'avertissement, et avait eu entièrement raison, et qu'il avait trouvé être la personne la plus intéressante, la plus honnête, la plus entièrement elle-même qu'il ait jamais eue en face de lui à une table, dans une carrière passée à s'asseoir en face de gens, qui, à ce moment, portait la perle de sa mère et un petit sourire privé, et le regardait avec des yeux qui contenaient, comme toujours, la qualité particulière de quelqu'un qui voyait les choses avec précision et n'avait pas peur de ce qu'il voyait. « Je crois, » dit James, « qu'ils commencent à réviser leurs opinions. » Vivian le regarda un moment. Puis elle regarda de nouveau la table. Fenwick, toujours légèrement recalibré. Pembury, qui les observait tous les deux avec l'expression d'un homme qui avait été témoin de quelque chose qu'il avait vu venir depuis bien plus longtemps que les deux parties concernées. Et le reste des invités, qui étaient diversement conscients que quelque chose avait changé dans l'atmosphère, sans pouvoir tout à fait dire quoi. « Bien, » dit-elle simplement. Elle se retourna vers l'épouse de Pembury, qui attendait de reprendre leur conversation avec la patience d'une femme qui avait correctement identifié ce qui valait la peine d'attendre. James posa son verre de vin. Il regarda la table autour de lui. Cette pièce, ce dîner, ces personnes assemblées qui avaient autrefois ri d'un nom, et qui étaient maintenant assises en la présence considérable et entièrement inconsciente de la femme qui le portait. Il pensa à se tenir de l'autre côté d'un mur, riant de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il pensa à un rire qui s'arrête. Et puis il pensa à tout ce qui s'était passé dans le silence qui avait suivi. Le long et compliqué et entièrement nécessaire silence. Et il trouva que le silence, à la réflexion, avait été la meilleure partie. Dehors, la soirée de novembre pressait contre les fenêtres de Berkeley Square, froide et sombre et entièrement indifférente. À l'intérieur, les bougies se consumaient régulièrement, et le vin était de nouveau versé, et la conversation tournait, comme toujours, vers tout et rien. Et au bout de la table, à peine audible sous la musique ordinaire de la pièce, la duchesse d'Ashford dit quelque chose qui fit rire de nouveau l'épouse de Pembury. Et le son de ce rire se propagea. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.